La Cité européenne des scénaristes présente... Sur 22, je pense qu'il y a un ressort qu'on a utilisé, que vous avez aussi utilisé sur Enfant Phare, c'est le concours en fait. On écrit des mirages quoi, c'est-à-dire on accroche le spectateur sur des trucs qui en réalité n'ont pas vraiment d'importance profonde pour le personnage. C'est-à-dire que, par exemple dans Enfant Phare, c'est qu'en fait il a un frère qui est là, c'est ça le truc qui est important. Les nommés au César et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. C'est très très important quand je fais un film que les gens qui sont représentés dans le film se reconnaissent et trouvent ça juste. Et je crois que pareil, Louise, c'était très important pour elle de montrer le film dans le Jura. Et moi, c'est très important que je puisse montrer le film à des spectateurs africains, et ça a été le cas, et que les spectateurs africains s'y reconnaissent, que j'ai pu montrer le film, alors pas à beaucoup, mais à quelques livreurs africains, et qui disent c'est exactement ça. Ça, c'est très important. Leur point commun, l'honneur d'être nommé au César 2025 du meilleur scénario original. Dans ce 10e numéro hors série du podcast, nous recevons les auteurs de 3 des 5 films sélectionnés cette année. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont donc écrit ou co-écrit les films Enfant Phare, l'histoire de Souleymane et 20 dieux. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Merci au CNC pour l'organisation et l'accueil de cet enregistrement qui s'est tenu la veille de la cérémonie des Césars. Attention, si vous n'avez pas vu les 3 films en question, ça va spoiler. Emmanuel Courcol, je suis le réalisateur et scénariste également du film Enfant Phare. Irène Muscari, co-scénariste du film Enfant Phare. Boris Lochkin, réalisateur et scénariste de l'histoire de Souleymane. Bonjour, Delphine Agut et je suis la co-scénariste de l'histoire de Souleymane. Je m'appelle Théo Abadi et je suis le co-scénariste de 20 dieux. Que faisiez-vous quand vous avez appris votre nomination au César et quelle est la première chose que vous avez faite quand vous avez appris que vous étiez nommé ? Aucun souvenir. Je pense que t'étais peut-être... moi j'étais en train de travailler et tout de suite après, quand j'ai vu les nominations, je t'ai appelé et je t'ai demandé si t'étais heureux. Et tu m'as dit oui. Vous avez même pas été contacté personnellement, vous avez vu la liste Ah bah ouais, ils ouvrent l'enveloppe un peu avant et après ils font paraître les résultats. Je pense pas que personne soit contacté directement, enfin je sais pas. Alors moi, c'est mon producteur, c'est Marc Bordure qui m'a appelé alors que je sortais d'une clinique. J'ai fait une consultation suite à une chute de scooter dont j'en ai un souvenir douloureux sur la jambe gauche. Est-ce qu'il y a eu moins mal après du coup ou toujours aussi mal malgré tout ? Non, j'ai plus mal maintenant. J'étais dans un train de banlieue pour aller à la prison de Meaux, non pas parce que j'avais été arrêtée, mais parce que j'ai travaillé pendant 16 ans. J'ai reçu un coup de fil d'Emmanuel. Je pense avoir été son premier appel, enfin j'espère, qui m'a dit 7. 7 fois 7 nominations. Il m'a dit juste 7. Moi j'ai dit allô, il a dit 7. J'ai dit merde. Voilà, j'étais super contente. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma sœur en Italie. Voilà. Qu'elle était en attente aussi, tout comme moi. Voilà. Alors, moi j'étais en train de travailler d'ailleurs sur un dossier d'aide à la conception du CNC. Et c'est la monteuse, qui est aussi ma meilleure amie de 20 dieux, Sarah Grosset, qui m'a appelé pour m'annoncer. Moi, j'avais complètement oublié que c'était ce jour-là. En fait, ça m'a un peu empêché de bosser sur le moment, parce que j'étais complètement distrait. Et j'ai appelé ma mère, direct. Quelle importance ça a pour vous de visibiliser le travail du scénariste, notamment à travers les Césars ? Ça a l'air tellement évident qu'on a du mal à... Il me semble que s'il n'y avait pas de César pour le scénario, ça serait tout simplement inconcevable. Donc c'est indispensable. C'est important dans le sens où, notamment pour les jeunes scénaristes, qu'on puisse s'identifier à des gens, en fait. Parce que quand on arrive dans ce métier, on ne sait pas vraiment où ils sont. Ça, c'est une première chose, puisqu'ils sont dans l'ombre. Et ça vient aussi du fait que, comme il n'y a pas de code du travail clair en fait, aussi de conditions claires de ce point de vue-là. C'est important politiquement que des gens sachent que on est là et que donc on a aussi besoin de conditions de travail peut-être un peu plus claires quoi. Est-ce que vous avez fait campagne auprès des votants ou pas du tout ? Mais je sais pas, il y a une campagne qui existe. Non, c'est si tu décides de faire campagne, fais Ouais, campagne. oui. Moi, j'ai absolument pas fait campagne. Peut-être pas. Non. Non, aucun n'est allé Non. avec son bâton de Non. pèlerin publier sur les réseaux partout en disant votez pour ce scénario. Pour Si, ce évidemment. film. Moi, j'ai publié sur les réseaux qu'on avait 8 nominations et voilà. Mais oui. Si c'est ça que faire campagne, alors oui, on a fait campagne, on a publié sur les réseaux. Après, il y a en 2 temps. Il y a aussi avant même la sélection, c'est-à-dire à l'époque où on pouvait être ne serait-ce que sélectionné et vous n'avez pas cherché à aller dire à tout le monde votez pour ce film, présélectionnez-le, etc. Si, mais de manière globale, pas sur le scénario.
scénario en fait sur le film en lui-même. Okay. Avant et après les nominations, c'était pareil, c'était quelque chose de global quoi. Sur le comédien aussi, sur Abou Sangaré. Je posais la question parce que c'est vrai qu'aux Oscars, c'est assez réputé que là-bas, il y a vraiment une campagne pour aller décrocher les statuettes. Et c'est vrai qu'en France, du coup, ça ne s'est toujours pas mis, enfin, pas plus que ça mis en place. C'est plus pour donner les nouvelles à son entourage, mais il n'y a pas de campagne marketing qui est faite pour aller décrocher des Césars. C'est peut-être pas plus mal qu'on fasse pas les choses comme les Américains, non? Je dis pas le contraire, c'est juste pour savoir. Quels étaient les premiers retours que vous aviez reçus quand vous développiez votre scénario à l'époque où vous cherchiez des financements, où vous cherchiez des partenaires? Boris Lochkin, scénariste-réalisateur de L'Histoire de Souleymane. Les premiers retours, c'est les retours du producteur. Les financements, en fait, ça vient beaucoup plus tard. Et ça vient quand le scénario est déjà prêt. Donc forcément, c'est des meilleurs retours que ceux du début. Et alors sur ce scénario, producteur très enthousiaste sur l'idée de travailler sur ce sujet. Et puis ensuite des retours moins enthousiastes quand la narration a mis un peu du temps à se mettre en place et à fonctionner, on va dire. J'en étais conscient moi-même, il y avait quelque chose qui ne marchait pas encore dans la construction de l'intrigue, on peut dire, dans la manière dont s'articulaient les différents éléments narratifs qui étaient là et sur lesquels tout le monde était assez convaincu que c'est les bons éléments narratifs et qu'il fallait avancer vers ça. Il y avait quand même une proposition de scénario qui séduisait pas mal le producteur au début et qui était là dès le début, hein. L'idée qu'il y avait une histoire qui se passait sur un temps très limité, qu'on allait être beaucoup dans une forme de course comme ça, que ça allait se terminer sur un long entretien, voilà, comme c'est le cas encore aujourd'hui dans le film, mais la manière dont la fiction se tricotait vraiment, peut-être que ça a mis plus de temps à se trouver. Voilà, c'est pour ça aussi que Delphine est arrivée dans le scénario pour m'aider à m'en sortir, parce que finalement j'avais trouvé assez vite les premiers éléments de scénario, mais en revanche par la suite c'était un peu stationnaire, j'avançais plus tellement en fait. Delphine Agut, co-scénariste de L'Histoire de Souleymane. Il y avait ça, et il y avait aussi la question du personnage en fait, la caractérisation du personnage qu'on a mis du temps à trouver en fait. Principalement, est-ce qu'il allait mentir ou pas, est-ce qu'il allait tenir sa vraie histoire ou pas jusqu'au bout. Ça a été un petit peu long en fait. Et souvent, pour rebondir sur ta question, ce qu'on nous reprochait quand même, on l'a un petit peu entendu, c'est quoi ce personnage sans qualité quoi en fait, c'est qui C'est vrai. Ça a mis du temps, et la fin aussi, la trajectoire en fait, ce qui est lié aussi au personnage en fait, sur quoi s'achève le film, dans quelle direction il va, et voilà. Oui, c'est-à-dire que la scène de fin qui est très très longue, elle est un peu en deux parties, et la deuxième partie de cette scène de fin est finalement arrivée très tard dans le scénario. Dans les toutes dernières versions, je pense que c'était même pas le cas comme ça quand on l'a déposé à l'avance sur recette. Le moment où il fait son coming out et où il raconte sa vraie histoire, c'est quelque chose qui est apparu que dans les toutes dernières versions postérieures à l'avance sur recette. Donc vraiment quand on était déjà en prépa du film en fait. Et j'avais oublié, mais c'est vrai que la question de l'incarnation du personnage, qui est toujours une question difficile quand on s'empare d'un personnage qui est loin de soi. Enfin voilà, moi je suis pas africain, je suis pas livreur, et Delphine non plus. Et au fond, c'est une question qui n'a pas été vraiment résolue au scénario, mais qui s'est pleinement résolue avec l'arrivée de l'interprète et l'incarnation qu'il a apporté. Et ça a apporté au scénario cette couche d'incarnation qu'on n'était pas complètement capable d'apporter nous en tant que scénaristes. Mais je pense que ça fait partie de la nature du projet que ça soit comme ça. Oui, et ça rejoint la question de la backstory, enfin du passé du personnage. Voilà, on a échafaudé pas mal d'histoires, pas mal de scénarios différents, et au final c'est l'incarnation et le comédien qui a apporté une backstory qu'il livre donc à la fin. Et effectivement, par rapport à dire sa vraie histoire, je pense que la version du CNC, il tenait le mensonge encore jusqu'à la fin. Il y avait une fin ouverte encore, mais on savait pas si elle était dupe, entre guillemets, mais lui, il restait campé dans son mensonge en fait. Toi Théo, du coup, quels étaient les premiers retours que tu as reçus sur le scénario, que vous aviez reçus avec Louise sur le scénario au début? Théo Abadi, co-scénariste de 20 dieux. Bah des mauvais retours, hein. Au début, je pense, après peut-être qu'il y a des gens qui arrivent d'un coup à écrire des bons films, je pense qu'il faut cohabiter un peu avec sa médiocrité, quoi. Il y a des problèmes de partout, notamment, nous, un des problèmes qu'on avait, c'était que déjà la structure familiale du personnage principal, le fait qu'il n'y ait pas de mère, le fait que... C'est-à-dire, on est dans un film où on éloigne énormément la société et les structures sociales en fait, et volontairement, parce que nous ça nous intéressait, surtout Louise, ça la crispait beaucoup. Dès qu'on se mettait à écrire des scènes de notaire et tout, elle devenait blême en fait. Donc à un moment, parce que c'est un jeune homme remis à lui-même, et donc il n'y a plus son père, et donc là ce que tu me dis c'est que le fait qu'il ait pas de structure autour de lui, ça c'est un truc qu'on vous a opposé beaucoup. Voilà, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas les services sociaux, tout ça. Et nous-mêmes on s'est posé la question, on s'est dit oui c'est vrai, pourquoi ils sont pas là. Et après la porte de sortie qui donne la confiance, je pense, c'est d'aller sur le terrain en fait, et de voir qu'en fait les services sociaux ils ne viennent pas. Donc voilà, ça devient une affirmation politique de dire non on le met pas. Et quand les gens, enfin moi j'ai fait la tournée bis aussi du film, quand les gens nous disaient mais pourquoi il n'y a pas les services sociaux, je dis parce qu'ils sont pas là, voilà. Parce que des histoires comme ça il y en a plein en fait dans ces milieux là. Voilà, il y avait ça, il y avait le fait qu'on savait pas complètement faire du fromage, et que c'est une science chimique. Il y a d'ailleurs un monsieur qui est mort depuis, je
lui rends hommage parce qu'il nous a appris énormément de choses. C'était le dernier, la dernière personne à faire du comté à l'ancienne. Il avait des démonstrations de fromage, en fait, et il nous a appris énormément de choses qui nous a permis puisqu'en fait, il y a 3 moments de fabrication de fromage dans le film, et les 2 premières fois, voire les 3, bon, bref, je vais pas... On peut spoiler de toute façon. Bon, on peut spoiler, mais en tout cas, il y a toujours un moment où il rate, et c'est sur des choses techniques, en fait. Et nous, ça nous a permis d'échafauder le film jusqu'au bout. Et ça, c'est grâce à lui aussi beaucoup qu'on y est arrivé. Donc au départ, c'était un peu brouillon, quoi. Ouais, toute l'expertise à la fois sociale et sur le comté, en fait, que vous aviez pas. Mais en fait, il y a des choses, ça devient, pour le côté social, ça devenait politique, ça devenait revendiqué jusque face au public au final, alors que là, il fallait apprendre au fil de l'écriture sur le comté, etc. Voilà. Après, faut écouter. Parfois, les gens, ils ont raison, hein, quand ils pointent des choses. Là, je pointe les choses où on s'en est un peu sorti, mais il y a des choses auxquelles on a renoncé aussi. À un moment, par exemple, il y a une belle-mère. Ouais. Mais ça, c'était catastrophique parce que ça a bouleversé complètement l'équilibre. On le sent tout de suite quand on écrit quelque chose pour faire plaisir aux autres, en fait. On se fait pas plaisir à soi et on met pas de la bonne volonté. Vous l'aviez rajouté parce qu'on vous disait qu'il manquait quelqu'un, ou du coup vous avez mis une belle-mère en réponse. Voilà, c'est qu'à un moment on s'est dit bon, les gens n'y croiront pas, etc. Donc tout d'un coup on écrit pour les mauvaises raisons. On se dit pas on n'écrit pas parce que le personnage nous intéresse, qui nous fait vibrer, etc. Donc ça fait pas des super scènes, quoi. Emmanuel, Irène, vous, les premiers retours que vous aviez sur le scénario d'Enfanfare à la base? À la base, je dirais qu'il y avait un intérêt pour le sujet, parce qu'on est parti d'une idée, et en fait, il fallait vraiment partir à l'aventure après pour écrire le scénario. Un peu comme tous, on passe par des moments d'enthousiasme et des moments, je dirais, de doute, avec des producteurs qui s'interrogent, qui se posent plein de questions. Alors comme le film aborde énormément de thématiques, en fait, c'était aussi beaucoup par rapport à l'équilibre de tout ça, entre le rôle de la maladie, la musique, l'usine, qu'est-ce qui est censé prendre la première place ou pas, la famille, il y a énormément de choses. Et donc il fallait trouver une espèce d'équilibre comme ça, et après c'est un dialogue beaucoup entre nous deux et après avec le producteur, soit pour changer les choses, soit pour au contraire affirmer le choix et le convaincre que finalement c'est nous qui avons raison. Je pense que c'était à quoi pourrait ressembler ce film, à quoi on pourrait l'apparenter comme genre, par exemple. Est-ce que c'est une comédie sociale, un film musical, est-ce que c'est un drame, est-ce que les producteurs ont envie de se rassurer par rapport à une cible de public. Et donc petit à petit ça a pris forme comme ça, mais c'était pas ancré que ce serait une comédie dramatique sociale, ça pouvait bouger. Bah c'est un peu ce qu'on avait dans la tête tous les deux, mais c'était encore, je dirais, une masse un petit peu informe, dans lequel fallait tout faire tenir, et évidemment le producteur n'est pas dans notre tête, donc il n'a pas la représentation, je dirais, sensible qu'on a dans la tête. Et puis, comme disait Boris aussi, il y a la part de l'incarnation est très importante. Par exemple, pour faire exister cette harmonie, alors il se demandait, est-ce que ça devrait pas être plus drôle, est-ce que ça plus touchant, je sais pas, mais voilà, une fois qu'on les avait là devant nous, je veux dire, ils avaient incarné une espèce de vérité comme ça, une humanité qui fait que il y a un tas d'interrogations qui se posent plus, quoi. Irène Muscari, co-scénariste d'Enfanfare. Les souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs des producteurs, parce que nous avons Marc Bourdur et Robert Guédiguian qui essayaient quand même de nous faire pencher sur le côté usine, lutte sociale, etc. Et c'est vrai que nous avons dû défendre beaucoup cette idée de équilibrer plus et en faire plutôt une histoire fraternelle. Fraternelle dans le sens large du terme, hein, pas que entre les deux frères, mais fraternelle dans le sens la fraternité vraiment. Et ça, c'était notre premier vraiment principe d'écriture. C'était qu'est-ce que fait fraternité en fait dans ce film. Donc l'idée de l'ancrer trop dans le côté usine, gréviste, syndicat, etc. Ça nous éloignait un peu trop de cette non pas parce qu'il n'y a pas de fraternité, mais voilà, nous avons 16 versions du scénario, 2 ans d'écriture et 16 versions. Non, c'est pas beaucoup. T'as raison, peut-être. Je sais pas. Moi, c'est mon premier, tu sais, donc pour moi, c'est énorme. Je dis, mais ça finit plus cette histoire. Il faut encore refaire. Mais c'est pas possible, j'ai plus rien à dire, moi. On est à combien, nous? 21, 23 Sur Suleiman? Vous parlez avant même la prépa, pour le coup, c'est-à-dire la phase juste de développement. Non, jusqu'à la fin. Il me semble que la dernière version, c'était 21 ou 23. Des toutes petites versions avec des tout petits changements. Ah oui. Aussi, hein. Ouais, après, voilà, ça dépend. Mais c'est vrai que moi, ça m'a semblé vraiment infini, ce travail. Et c'est combien d'années? 2. C'est pas Deux énorme. ans. Ça va? Non, ça va.
Ça va. Là, je me rends compte qu'on est des TGV, là. Hein. Ozon écrit en 15 jours. On m'a dit que Oui. Ozon a passé 15 jours d'écriture, il commence à stresser et à trouver que ça prend trop de temps. C'est des journées très très longues, je pense. Comme c'était une première expérience, Ouais. j'avais dit à Irène, tu vas voir, on va beaucoup réécrire, Oui. on va réécrire. Oui. Et les retours producteurs, parfois, c'est pas très agréable. On sort du bureau un peu démoralisé. On se dit, mais quel manque d'enthousiasme quand même. On a besoin de Oui, plutôt ça, c'est- d'enthousiasme que de d'encouragement. doute, d'encouragement, etc. Ils s'en rendent pas compte. Alors, on se connaît très bien avec Marc et Robert, donc je veux dire, je savais mettre la distance et tout. Après, parfois d'ailleurs, il me rappelait en me disant, tu sais, c'est quand même vachement bien. Faut pas, il y a quand même plein de choses bien, etc. Voilà. Donc Mais- voilà. Mais voilà, de toute façon, le travail de scénariste, c'est quand même un apprentissage permanent de l'humilité, quoi. À la fois, faut savoir écouter et en même temps savoir tenir à ses propres idées, ce qu'on sent vraiment au fond de soi. Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre entre ces deux Juste choses-là. équilibre, ouais. Bon, j'ai quand même écrit pas mal, une quinzaine de scénarios de long métrage et j'en suis toujours là, en fait. Donc, Chaque fois, ça repart à zéro à chaque projet. oui, oui. Au départ de vos projets, quelle est, on va dire, la chose que vous teniez absolument à réussir que cette nomination au César pourrait venir, on va dire, conforter? Théo Abadi, co-scénariste de 20 Dieux. C'est un peu compliqué de répondre en tant que co-scénariste, mais je vais essayer de faire peut-être une synthèse. En tout cas, moi, ce qui me tenait à cœur, c'est bateau, hein, c'est que les personnages, ils aient des désirs propres et des aspirations et des fenêtres de réparation dans leur vie, quoi. Qu'ils puissent, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, avoir par eux-mêmes des possibilités de s'en sortir et qui soient aussi des possibilités pas forcément poétiques ou quoi, mais aussi triviales, puisque dans 20 Dieux, c'est le sexe. Ça s'est précisé autour du sexe oral féminin, enfin, en tout cas de l'homme vers Marie-Lise, qui devient une espèce de répétition et qui devient aussi une réponse à ses propres insécurités. Et ça, c'était une espèce d'intrigue secondaire, je crois, à laquelle on a beaucoup tenu. Il y a, à un moment donné, une des personnes qui devait ou qui finance le film, qui voulait imposer aussi une scène de pénétration dans le film. Ça s'est pas fait parce qu'on a défendu effectivement les choses et ça je suis content de ce point de vue-là, pas pour des raisons féministes ou quoi, mais parce que je pense que dans l'équilibre dramaturgique, on avait besoin en fait que cette fille elle prenne son pied quoi. Parce qu'en fait elle trouve elle trouve son brouteur en fait. Parce que lui, en plus, il profite d'elle déjà différemment en lui piquant son lait, donc il y avait aussi un côté où elle a trouvé son compte dans sa relation avec lui à ce niveau-là. C'est aussi. ça. Ce qui était dur à trouver, c'est cet équilibre entre cette fille qui se fait rouler dans un univers hyper masculin et en même temps qui a une ferme et qui en fait se dit ah bah le petit gars là il est bien pratique voilà. Ok, qu'elle y perde pas tout dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Avoir un équilibre où chaque personnage finalement a des choses à défendre et qu'il n'y ait pas tout le monde qui tourne autour d'un seul personnage central par exemple. Exactement, ouais. Ok. Les autres, ouais, est-ce que vous vouliez vraiment réussir dans votre scénario quand vous l'avez commencé? Emmanuel Courcol, scénariste-réalisateur dans Fanfare. Bon, au départ, c'était la rencontre entre deux mondes, deux univers musicaux et sociaux très très différents. Et comment opérer cette rencontre, ce choc culturel, sans céder jamais la caricature, en fait. Par exemple, notamment sur le personnage de Benjamin Laverne, qui est un chef d'orchestre et qui pouvait prêter très très vite à la caricature, à l'antipathie. Comment ne pas céder à la facilité des clichés. Tout en traitant vraiment ce qui les différencie aussi. Voilà, dès le départ, on sentait on était sur un registre de comédie dramatique. On se sentait vraiment sur une ligne de crête, en fait, entre le cinéma, je dirais, populaire à tendance facile et un cinéma plus exigeant qu'on a envie de décrire et de défendre. Donc, fallait être très très vigilant. Et ça s'est traduit dans le travail au quotidien de manière extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que quand on était dans une impasse pour écrire une séquence, Manuel me disait, à ton avis, qu'est-ce qu'il va répondre? Comme ça, naturellement, qu'est-ce qui te vient tout de suite? Et puis moi, je disais ce qui me vient tout de suite. Il m'a dit, bon, alors on le met de côté. Parce que la première idée est toujours la mauvaise, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que la première idée, c'est celle qui est nourrie, alors je dis pas vraiment de clichés, mais enfin, est nourrie de Préjugés. préjugés, de simplicité, en fait. Et nous, on se devait d'aller chercher, d'aller gratter, d'aller chercher plus loin, et d'éviter justement ces clichés-là. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit dans le quotidien. Boris sur Suleiman. Je dirais que ce que j'avais envie de réussir est pas forcément de l'ordre du scénario, en fait. Ce à quoi je pensais en commençant le film, c'était plutôt des envies de cinéma que des envies de scénario, et quelque chose dont j'étais très content en fait en commençant cette écriture, c'était justement de tout de suite partir avec des envies de cinéma, ce qui n'était pas forcément le cas sur mes deux films précédents où j'ai beaucoup travaillé le scénario avant de commencer à me rappeler que j'étais aussi un réalisateur et que j'allais devoir faire le film et que j'allais devoir me débrouiller avec ce scénario. Et là d'emblée j'avais des envies de cinéma, par exemple, ce qui pour moi était très nouveau, faire un film à Paris.
Ça, je me dis, ça va être hyper excitant de filmer Paris, puis de filmer Paris à travers le vélo. Mais ça, voilà, c'est pas du scénario, mais ça a infusé dans le scénario parce que forcément, après, on raconte aussi avec cette idée en tête. Mais il y avait ça, se dire, je vais faire un film à Paris, c'est la première fois. Moi, j'ai toujours fait tous mes films très loin. Et pour la première fois, je vais tourner quasiment au coin de la rue de chez moi. Sur le scénario, j'avais une envie quand même de départ qui était, et là aussi différente de ce que j'avais fait avant, qui était de faire un film sur une temporalité très resserrée. Et ça, ensuite, ça nous a donné quelques migraines, parce que cette temporalité resserrée, elle marchait pas au début. Ce qui fait que quand Delphine elle est arrivée sur le scénario, la première chose qu'elle a voulu faire, et on était d'accord, c'était casser cette temporalité resserrée, c'est dire, non, ça marche pas sur 2-3 jours, donc il faut le faire sur 10 jours ou sur plus. Et on a fait ça dans un premier temps, avant finalement de revenir à cette idée qui était effectivement plus une idée de cinéma qu'une idée de scénario. Ouais, j'avais envie d'un film qui cavale un peu tout le temps, et que pour avoir un film qui cavale un peu tout le temps, c'est bien que ce soit sur une durée courte. Ça crée une urgence. Voilà, ouais. je pense qu'il y avait ces deux envies de cinéma, et que voilà, et le scénario est venu après, il a fallu se débrouiller avec ça. Toi, Delphine, du coup, est-ce que tu te mets à réussir dans un scénario quand t'es monté à bord? Je pense à faire un film qui soit politique, mais sans qu'il y ait un côté de dénonciation frontale et sans manichéisme. Et l'autre chose, un peu par rapport à ce que Boris avait écrit aussi, sur lequel je suis arrivée, c'était aussi de se détacher de l'aspect très documenté qui du coup donnait un côté documentaire sur la livraison, en fait, un petit peu, quoi. Et en même temps, voilà, c'est un personnage de livreur, donc on est avec lui, donc c'était réussir à se détacher de ça aussi. Et l'autre enjeu aussi qui était un petit peu compliqué, c'était aussi celui de ce personnage principal. Et une grosse question qui nous a quand même beaucoup agité, c'était qu'est-ce qu'on fait de ce personnage de migrant qui raconte un mensonge, quoi. Comment on se situe par rapport à ça? Et du coup, c'est des enjeux de représentation, en fait. Qu'est-ce qu'on représente comme personnage de quelqu'un qui ment pendant tout le film? Est-ce qu'il va continuer à mentir? Et quel est notre propos d'auteur par rapport à ça, en fait? Ça, c'était une grosse question, ouais. Vos 3 films ont été coécrits, ce qui n'est pas le cas des 2 autres nommés. Comment s'est répartie l'écriture entre vous deux, entre les 2 co-scénaristes? Irène Muscari, co-scénariste d'Enfanfare. Emmanuel, qui a beaucoup d'expérience, il m'a dit, bon, écoute, ça, en général, ça marche comme ça. C'est-à-dire que moi, j'écris des choses, et puis après, je te passe ce que j'ai écrit, et puis on en discute ensemble, et puis si t'as envie de me faire des suggestions, voilà, tu les écris à côté, etc. Puis on a fait ça 1 ou 2 fois, mais j'ai dit, mais ça me convient pas du tout, cette histoire. En fait, ça me plaît pas du tout, c'est stérile, je me sens seule, moi j'ai besoin de dialogue, de m'énerver, de mettre en colère, et puis voilà. Et je ne sais pas comment c'est venu. En fait, on a trouvé une façon d'écrire assez particulière. Bon, ça peut se faire aussi parce qu'on est un couple. C'est possible parce que il faut qu'on soit ensemble tout le temps pour faire ça. Nous, on projette le texte sur le mur ou à la télé, ça dépend où on est. Et en général, c'est plutôt 90%, c'est plutôt Emmanuel qui est à l'écriture dans le sens vraiment pratique du terme. Mais on crée en fait le texte ensemble au même moment. Moi, j'ai besoin de le voir transformer, évoluer, etc., de le voir physiquement. Okay. Et puis, j'ai besoin aussi de me mettre en bouche les mots. Donc, je me lève, je fais les scènes, je dis les répliques, etc. Elle me dit, mais non, mais ça va pas, c'est pas comme ça, etc. Et puis voilà, on se chamaille. Et puis, ce qui reste, c'est toujours une négociation entre les deux. C'est impossible de définir à qui est une idée ou à qui une autre, etc. C'est toujours quelque chose de travaillé entre les deux. Cette phase d'écriture, je dirais, simultanée, comme ça, face à la page projetée, ça, c'est plus quand on est dans la continuité déjà de l'écriture. Avant toute la phase de construction, je dirais, de l'histoire et tout, bon, évidemment, c'est beaucoup de discussions, de temps passé, etc. Et comme effectivement on partage notre vie, et voilà, c'est un fil continu. De temps en temps on fait des pauses, mais quand une idée vient, évidemment l'autre est très vite au courant. Donc le travail s'arrête jamais, quoi. Voilà. Effectivement, au départ, moi parce que Irène n'était pas scénariste, mais par contre, je savais qu'elle avait une vision des choses très intéressante, une expérience humaine. Je me disais, finalement, effectivement, c'est un peu un contrepoint à ce que je fais, comme ça m'est déjà arrivé de faire sur d'autres projets. Mais en fait, elle a pris la place qu'elle voulait, en fait. Et pour le meilleur du scénario, et elle s'est imposée elle s'est imposée, je veux dire, j'étais tout à fait consentant, Mais ça s'est fait, je dirais, très très naturellement, effectivement. Et on a poursuivi d'ailleurs, puisqu'on a écrit un autre scénario, puisque j'entre en tournage bientôt, avec le même mode de fonctionnement, mais je dirais un peu plus huilé. Delphine Agut, co-scénariste de l'histoire de Suleiman. Il me semble que c'était pas une répartition des rôles, mais ça a été une répartition temporelle, déjà, puisque Boris a commencé à travailler seul pendant 1 an à peu près, et nous on a travaillé pendant 1 an et demi ensemble, et pendant cette période-là de 1 an et demi, c'est pas
une répartition des rôles, l'un fait ceci et l'autre cela, il me semble. Il y a surtout eu pas mal de brainstorming en tête à tête, puisqu'on est reparti sur des synopsis en arrière par rapport à là où tu en étais. Et puis après, on a eu, quand on est passé au dialogué, la chance d'être en résidence, entre guillemets, chez un ami de Boris, et de pouvoir du coup faire les dialogues pendant une semaine, enfin une partie des dialogues comme ça, en direct en fait, l'un en face de l'autre. Et ça a été assez bénéfique et assez joyeux aussi. Et bon, aussi parce qu'à partir du moment où on est arrivé à la continuité, ça voulait dire quand même que le film globalement était là. Donc je crois qu'on était très soulagés. Et il y avait quelque chose de très joyeux paradoxalement dans cette écriture de dialogue à ce moment-là. On n'a pas un qui écrit les dialogues, l'autre qui repasse sur la version, etc. C'était pas des... Si, après, voilà, si. C'est une première collaboration. Moi, j'ai rencontré Delphine en étant consultant aux ateliers de l'Atlas. Elle avait coécrit avec Laila Marakchi un scénario que j'avais trouvé formidable sur les ouvrières de la fraise, c'est-à-dire ces ouvrières marocaines qui travaillent dans les serres de fraises en Espagne. Donc ça, c'était il y a 3 ans et j'étais convaincu que le film allait se tourner dans les mois qui suivaient. Mais le film va se tourner dans les mois qui suivent maintenant. En avril. Et je suis très très content que le film existe parce que vraiment, moi, j'avais trouvé ce projet super. Et je me suis dit, voilà, une scénariste qui pourrait travailler avec moi parce que j'adore ce qu'elle écrit et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc c'est notre première collaboration, oui. Et en vrai, moi, c'est ma première vraie collaboration avec une scénariste parce que mes 2 films précédents, je les ai quand même beaucoup écrits seul. Le premier, le CNC m'avait payé un consultant, Olivier Laurel, avec lequel j'ai appris beaucoup de choses, mais qui était très à distance et qui me donnait des phrases qui m'ont tout appris de la vie, mais qui mettaient pas les mains du tout dans le cambouis. Et mon deuxième scénario, là, j'ai quelqu'un, en revanche, qui était beaucoup plus investi dans l'écriture, Bojina Panayotova, qui a suivi tout le processus, mais qui est pas quelqu'un, c'est pas une scénariste à part quand elle a travaillé avec moi. Elle écrivait jamais elle, par exemple. Sa collaboration était beaucoup plus comme une sorte de consultation très très suivie, sauf qu'au bout d'un moment, quand quelqu'un fait la consultation pendant 3 ans, il est co-scénariste en fait. Mais elle écrivait pas vraiment avec moi et donc j'étais beaucoup plus seul face à l'écriture. Donc c'est vrai que c'était ma première vraie collaboration avec une scénariste. C'était super au point que ensuite j'ai demandé à Delphine de me rejoindre dans l'écriture d'une série qu'on écrit ensemble maintenant. Donc comme pour Emmanuel et Irène, du coup ça porte ses fruits, vous allez continuer derrière, c'est super. Et enfin du coup toi Théo avec Louise, comment c'était déjà la rencontre et ensuite le travail, le partage des tâches sur le scénario? Théo Abadi, co-scénariste de 20 dieux. Alors avec Louise, la rencontre c'était à l'école, on a passé le concours le même jour. Quelle école? La Cinéfabrique de Lyon, la première promo. On a vécu une espèce d'aventure pendant 3 ans parce que l'école n'existait pas au moment où on a passé le concours. C'est vrai que c'était une promo déjà de personnes un peu étranges qui se lançaient dans une institution qui n'existait pas. Donc on savait même pas vraiment si c'était un truc fantôme ou pas. Et en fait, son film, elle avait commencé à nous en parler quand on devait proposer des projets de long sur la comédie, en nous parlant un peu d'une histoire vraie de David Lynch. Et puis elle disait, au départ, il y avait une histoire de gruyère et de camembert. Elle nous avait raconté une guerre de fromage. Puis en fait, elle est arrivée sur un truc où en fait finalement c'était un mec qui faisait un truc en tracteur et tout pour aller rejoindre sa meuf, enfin vraiment. Donc elle tournait vraiment autour. Puis plus tard, 1 an après la sortie, elle est arrivée, elle m'a dit j'ai une autre idée plus ou moins, histoire de vol de meule. Et en fait on est parti de l'histoire du vol de meule en fait. Donc j'étais là quand même assez au début, presque aux prémices, mais je me suis pas mis à travailler à proprement parler sur la conception du film. C'est quand même elle qui a conçu vraiment l'histoire de départ, mais quand je suis arrivé il y avait 3-4 pages quoi. Ouais, mais t'as suivi son cheminement de pensée même avant même le projet, tu savais déjà par où elle était passée avant quoi. C'est ça. Ensuite, le travail s'est beaucoup passé dans le Jura, chez Louise. Elle vous réveille à 7h30, on part courir. C'est très martial, hein. Au début, c'est dur. Ensuite, on brainstorm. Peut-être je dis des conneries, elle va me dire, mais qu'est-ce que t'as raconté? Mais je crois que c'était quand même ça. Donc là, on dialogue. Ensuite, elle écrit. Ensuite, quand elle en peut plus, elle me file le document. Et là, je ramasse le petit et je fais ce que nous on appelait le peigne fin, c'est-à-dire que je relis tout ce qu'elle a écrit, je prends des notes, et je lui présente une version modifiée en fait. J'essaye quand même de pas déformer ce qu'elle a écrit, et ensuite je lui fais mes retours. C'est-à-dire que je lui représente une version un peu plus reluisante pour commencer la journée du lendemain sur un truc qui est pas ces derniers mots qu'elle a écrits en titubant, quoi. C'est fatigant hein, quand même. Et ensuite, les fins de journée, enfin quand c'est pas moi qui travaille, c'est allez viens on va chez Martial, le mec qui fait de la bière, viens on va voir le cimetière du village, viens on va chez Bidule, viens on va chez machin. Donc en fait il y avait toujours un moment où pendant quasiment 3 ans où j'étais en pointillé dans le Jura, j'étais à droite à gauche. En immersion, en documentation aussi. Etc. L'arcane des dialogues, ça c'est sûr que là c'est du ping-pong, donc on travaille à 2, etc. Après la rédaction c'est elle et les personnes qui sont dans le Jura où elle est pas, elle, au top du patois, non plus, jurassien.
Ouais. Donc, elle a des bases, on a des bases parce qu'elle a grandi là-bas, mais il faut son cousin Thibaut qui repasse sur les dialogues pour dire non, il dirait pas ça, il dirait pas ça, il dirait pas ça. Le mini truc que je veux dire aussi, c'est que je pense qu'on s'arrêtait de travailler quand on en avait marre aussi. C'est pour ça que l'écriture a pris un peu du temps aussi à des moments. C'est là où Muriel, elle a été intelligente, c'est qu'elle nous a laissé parfois 6 mois écrire une... La productrice, en l'occurrence. Ouais, la productrice. C'est-à-dire que au départ, on passait parfois, ce qui est assez rare pour des longs métrages, beaucoup de temps sans rien envoyer à personne, quoi. Un peu dans notre bulle, dans le Jura, etc. Et on envoyait, et là, c'était le stress, quoi. Je pense qu'à refaire, je le referais pas comme ça, parce que là, ça passe sous ça. C'est passé, heureusement, mais voilà. Tous les films nommés au scénario sont des films sociaux. Quelles ont été pour vous les principales difficultés d'écriture relatives au fait d'écrire un film social? C'est pas des difficultés, ça c'est plutôt la facilité. C'est-à-dire que, s'agissant de l'histoire de Souleymane, je suis parti d'une recherche, on peut dire documentaire. C'est-à-dire que je suis allé rencontrer des livreurs. Ceux qui ont accepté de me parler, je les ai longuement interviewés et ça a constitué une grosse base documentaire. C'est-à-dire qu'après, moi j'ai transcrit toutes les interviews, ce qui fait que j'ai pu faire lire à Delphine quand elle est arrivée sur le projet. Et j'avais comme ça, une 50 de pages d'interviews avec dedans toute une foule d'anecdotes, de récits, de comment ils travaillent, où est-ce qu'ils mangent, comment ils dorment, comment ils trouvent une chambre, comment ils empruntent un compte à quelqu'un. Tout ce matériau documentaire, c'est inestimable en fait quand on veut créer un film social, parce que ça me semble impensable d'écrire un film social sans connaître un peu bien, d'un peu près la réalité sociale qu'on va décrire. Donc ça, je dirais que c'était même plutôt la partie facile du projet, parce qu'en fait, c'est vrai que moi je vois que dans les interviews avec la presse, on m'interroge tout le temps sur comment vous êtes informé et tout ça. Alors c'est vrai que je me suis informé, c'est vrai qu'il a fallu le faire, il a fallu sortir dans la rue, il a fallu trouver les gens, mais en vrai, ce travail-là, en 1 mois et demi, c'est réglé, quoi. Ah ouais, j'aurais pensé beaucoup plus. Bah ouais, en 1 mois et demi, on a une 15aine de grosses interviews. Avec ça, j'aurais pu écrire un livre de sociaux, d'entretien non directif, comme ça, sur la livraison des sans-papiers à Paris. Mais ça, en 1 mois et demi, c'est réglé, hein. En revanche, après, écrire le scénario, c'est 3 ans. Oui, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, c'est ça que tu m'as fait lire et la continuité que tu avais. Et j'ai trouvé ça, c'était fascinant, quoi, tous ces entretiens. Donc il y avait des tas d'anecdotes entre guillemets sur la livraison, mais surtout moi je découvrais 2 choses, c'est-à-dire le fait qu'il y avait des titulaires de compte et que beaucoup de livreurs sans papier ne pouvaient pas avoir leur compte puisqu'ils n'avaient pas leur papier, et les faux récits d'asile. Alors du coup il y avait un écueil qui était aussi bien entendu l'envie d'en mettre plus, d'utiliser plein de choses qui ne sont pas dans le scénario. Et par exemple il y a des choses qui sont restées même assez tard, comme le vol de vélo, puisque c'est quand même quelque chose qui leur arrive très souvent et finalement il n'a pas eu de place, le vol de vélo, dans le scénario. Et le voleur de bicyclette, je me suis dit ce film-là existe déjà. Donc voilà. Non mais surtout en fait là c'était vraiment un problème de scénariste. Il y avait trop de catastrophes qui pleuvaient sur la tête du personnage, donc on a enlevé celle-là. C'est ça, mais en fait quand j'ai vu le film je me suis dit mais en fait il y a tellement de moments où il pourrait se passer un truc, c'est bête, mais quand il prend les transports sans payer parce qu'il doit aller quelque part, on se dit forcément il y en a qui se sont fait avoir. En fait on pense à tout ce qu'ils ont comme galères qui peuvent arriver sur le chemin. Donc il y a un gros travail de sélection qui a été fait sur lesquels on présente et lesquels en fait sortent du film ou sortent du thème ou Ouais, complètement. Un travail de sélection effectivement par rapport à ce matériau qu'on avait, et puis un travail de dosage, d'équilibre et de crescendo aussi en fait, effectivement, et d'être toujours un petit peu en deçà de ce qui risque. Souvent on entend qu'il faut monter les curseurs dans les scénarios. Ouais. Là on avait plutôt tendance à les poser mais à les baisser un petit peu dans ce qui se passe. Là, c'est intéressant, en fait vous faites redouter quelque chose au spectateur et au final vous nous rassurez quelque chose d'un peu moins grave, ou c'est ça le... Non, et puis les spectateurs d'ailleurs disent tous que c'est absolument abominable la vie de Souleymane, alors que nous on a fait tout très soft en fait. On a, comme dit Delphine, on a plutôt eu tendance à adoucir le trait et tout le monde dit oh mais c'est terrible sa vie, tout ça. Mais nous on a tendance à dire attendez, on aurait pu vous raconter bien pire. Et on a fait bien pire d'ailleurs. Dans des versions antérieures, ouais. Dans les versions antérieures, ouais. Comme dans le film, on raconte une histoire qui est loin de nous, sur des personnages qui sont loin de nous. Enfin voilà, ces livreurs sans papier, ces jeunes Guinéens. C'est très important pour moi de le faire bien. S'il y a un truc que je déteste, c'est ces films soi-disant réalistes, soi-disant sociaux, mais qui en fait ne prennent pas au sérieux vraiment la réalité sociale qu'ils décrivent. Et si on le fait en plus sur des sans-papiers africains, c'est encore pire. Donc quand on est un petit réalisateur blanc comme moi, on essaye de prendre toutes les précautions possibles par rapport à ça. Comment ne pas faire un film de blanc qui plaquerait ses préjugés de petits blancs là-dessus. Et la seule manière de faire, à mon sens, c'est de faire du terrain, c'est de rencontrer des gens, de recueillir des récits. Et ensuite, même s'il faut faire de la fiction, mais de ne rien surajouter qui serait des choses qu'on plaquerait sur cette réalité.
Enfin, il y a tellement de films où on voit des figures de sans-papiers comme ça, qui me semblent juste des figures et qui n'ont rien de réel ou pas grand-chose. Que voilà. Et puis comme disait Delphine, en plus au scénario, dans les bouquins de scénario et compagnie, on nous encourage à pousser les enjeux, les conflits, etc. C'est-à-dire à rajouter du drama partout où on peut. Donc c'est vrai que cette histoire de retenir et d'éviter dans un film social, c'est particulièrement important. Ça va pas être simple quand on est scénariste de se dire, faut moins que j'en mette, quand on a l'habitude d'en mettre beaucoup, peut-être, je sais pas. Et donc Emmanuel, oui, Irène, vous, pour un fanfare. Bon, bah, c'était pareil, c'est-à-dire que à l'origine, moi, je suis pas du tout du Nord. Je suis aussi un petit bourgeois de l'Ouest, un angevin. Je connais pas le monde des harmonies. Je connais pas le terrain, Irène encore moins, je dirais. Et donc là aussi, on a une phase d'enquête, de documentation. On a regardé des documentaires, on a lu aussi des études sociologiques sur ce que c'était. On est allé sur place rencontrer des harmonies. On allait boire des coups avec notamment l'harmonie du film. Voilà, c'était la première en fait qu'on a rencontrée. Et puis ça s'est fait comme ça, je dirais, par sympathie. Hein. On ressent les choses et tout de suite, on se défait très très vite finalement de nos images toutes faites. Et donc l'idée, c'était très vite de retranscrire ça, je dirais, avec bienveillance et avec beaucoup de respect vis-à-vis de tout ce monde qu'on ignorait. On connaissait beaucoup mieux le côté musique classique. Irène, dans le cadre professionnel, entretient des relations vraiment, je dirais, suivies avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Je dirais pas culture, on a été beaucoup plus porté vers le classique. Tout n'était pas non plus à apprendre, on partait pas de zéro non plus. Non, on avait trouvé un bouquin très intéressant qui était un essai en fait de sociologie des musiques amateurs en France. Tout à fait passionnant. Et ça nous a permis, je crois qu'on a commencé par là d'ailleurs, de voir sur le terrain que c'était vraiment vrai, que c'était très juste en fait, toute cette étude. Et puis aussi on avait vu un très joli documentaire qui s'appelle La fanfare ne perd pas le Nord, de Frédéric Touchard, très touchant. Alors c'est peut-être qu'il s'appelle Touchard, je sais pas. Non mais très très joli documentaire qui datait un petit peu des années 2000, mais du coup j'ai pris contact avec lui pour qu'il me raconte un petit peu son expérience là-bas, ses contacts, et c'est lui qui nous a mis en contact en fait avec plusieurs fanfares et harmonies là-bas dans le Douaisis. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et puis pour l'aspect social, il y avait aussi tout le volet, je dirais, social de l'usine. Et là, le but c'était de traiter ça, je dirais, de façon périphérique, puisque c'est pas le cœur de l'histoire, mais c'est très important dans l'histoire, mais avec beaucoup de réalisme et beaucoup de justesse. De mon côté, ce que j'ai essayé de comprendre quand je suis allée à la rencontre de ces personnes, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait musique chez eux. Parce que je connais un peu ce qui fait musique, disons, dans la musique de chambre, dans la musique classique, etc. Mais qu'est-ce qui fait musique dans ces gens-là et qu'est-ce que représente vraiment, d'un point de vue de la quotidianité et de l'interaction entre eux, la musique? C'était ça qui m'intéressait. C'était ça que je suis allée chercher et que j'ai essayé effectivement de capter pour pouvoir après nourrir les personnages. Et en l'occurrence, comment tu l'as traduit du coup dans tes personnages? C'est difficile à dire parce que je pense que c'est venu très naturellement après la rencontre. Par exemple, j'ai une anecdote, c'est que dans le film, à un moment donné, tu vois Thibaut qui découvre la fanfare, et qui découvre que son frère joue du trombone, chose qu'il ne savait pas, parce que son frère, bien évidemment, dans sa grande pudeur, ne lui a pas dit. C'est ce qu'on a vécu, nous. C'est-à-dire, physiquement, rentrer dans cet univers, dans cette salle, petit à petit ouvrir la porte et les voir jouer comme ça et entendre, ouais, mais ça va pas, c'est la merde ce que tu fais, c'est pas bon, là, là, etc. Non, c'est pas bien, etc. Et puis rigoler, et puis s'aimer, et puis se disputer, etc. C'est exactement ce qu'on a vécu. Et ça s'est fini exactement comme ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont tirés dans la salle à côté, à dire, bon, maintenant, vous venez boire un coup, parce que là, si on parle de choses sérieuses, il faut boire quelque chose avec nous. C'est exactement ça qui s'est passé. Ah oui, on pourrait imaginer que c'est un truc que vous avez échafaudé, mais en fait, pas du tout. C'est pas vraiment... du tout. Ah, pas du tout. C'était comme ça que c'est passé. Oui, je comprends mieux. Du coup, le fait qu'une fois que t'as vécu ça, quand tu l'écris, c'est automatiquement que tu vas être juste, que tu vas écrire ces choses-là. Et c'est de là que la scène miroir, qui vient avant, c'est-à-dire de Jimmy qui découvre son frère qui joue du piano, etc., elle est venue après cette scène-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, bah, il faut un miroir de l'autre côté. J'ajouterais que nous, on avait le pack, c'est-à-dire qu'on avait l'harmonie et le décor. Puisque quand on est arrivé, on a commencé par le décor. On est arrivé dans cette cour toute de briques. Et on entendait déjà les échos de la fanfare. Et déjà, on s'est dit, c'est incroyable, quoi. On est déjà dans le film. Tout à fait, je dirais, comme le personnage de Thibaut le fait, et je veux dire, qui était un peu, je dirais, le vecteur pour entrer dans ce monde-là. Et ça ajoutait évidemment énormément à l'aspect documentaire, puisqu'on était chez eux, hein, quand même. On a tourné vraiment ça chez eux. Et toi, du coup, Théo, le principal enjeu sur 20 Dieux que vous avez eu, du fait d'écrire un film social en l'occurrence? Alors, en fait, des fois, ça me pose question qu'on parle de film social, parce que je me demande
Je suis peut-être pas totalement d'accord avec vous sur le fait que les 5 films soient des films sociaux. Par ailleurs, moi, j'en regarde, mais c'est juste moi-même, je me questionne sur l'intitulé. Parce qu'en fait, on pourrait dire, par exemple, Miséricorde, c'est un thriller sexuel, un peu. L'histoire de Suleiman, c'est un thriller aussi, d'une certaine manière. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il va... Enfin... Donc, du coup, la question, qui est un peu une question crue, c'est est-ce qu'à partir du moment où on filme des pauvres, on fait du cinéma social? C'est-à-dire, est-ce que cette histoire-là, si elle était racontée dans un autre milieu transposé, entre guillemets, bon, ça paraît un petit peu... Est-ce que ce serait du cinéma social? Et comme notre imaginaire, il est rempli, nos DVD tech, elles sont remplies de personnages avec des comptes en banque qui sont eux-mêmes remplis. Du coup, on a tendance à se dire qu'à partir du moment où on se met en horizontalité avec des personnages qui sont dans des situations de précarité, on est dans une étude, en tout cas sociologique, à travers le cinéma. Je pense que ça, c'est l'écueil à éviter. Okay. C'est-à-dire de se dire, ok, c'est quoi les problèmes qui me lient aussi intimement à ce que vit la personne que je suis en train de dépeindre et qui est en train de naître, là où je suis assez d'accord avec Irène, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on entre aussi en dialogue avec le personnage qu'on a écrit, quoi. C'est comme si on se retrouvait avec un bambin dans les pattes et on négocie aussi vachement avec le personnage qu'il a fait avant, etc. Et du coup, oui, si j'allais voir 20 Dieux au cinéma, je dirais que je suis certainement allé voir un film social. Par contre, la conception du film en lui-même, je me suis à aucun moment, je crois, posé de questions. C'est juste que, en tout cas, le film, il s'inscrit dans un registre réaliste, ça c'est sûr, et du coup, on est allé chercher autour, c'est-à-dire on a essayé que les éléments dramatiques, ils naissent du territoire dans lequel on était, le plus possible, et qui naissent pas dans une projection. Mais pas tant parce qu'on voulait faire un film social, plus parce qu'on voulait faire un film réaliste, en fait. Ok, la domination au film social ne se posait pas au moment de l'écriture, c'est un truc qu'on vous a posé après sur le film, mais c'est pas un truc que vous avez... Le soir, on regardait Pretty Woman, on regardait des comédies romantiques pour écrire. Non, mais vraiment, hein. Je veux dire, Louis, c'est une grande fan de comédies romantiques. On a regardé tous les Julia Roberts, les Marie à tout prix, les trucs comme ça. Pour l'histoire avec Totonne d'amour, en fait, qui jalonne énormément, en réalité, le film. Ouais. C'est-à-dire que dramatiquement, c'est une histoire d'amour quasiment sur, je sais pas, une quarantaine de séquences ou voilà. Et à côté, une histoire de fromage, quoi. Mais il y a quand même une dimension, mais ça m'a amené sur ma question d'après, qui est la dimension de la survie en termes financiers, parce que c'est un personnage très vite, c'est comment il va s'en sortir notamment financièrement. Le fromage, pourquoi il le fait, c'est pour avoir l'argent pour s'en sortir aussi. Et c'est vrai qu'après, le film capitalise pas là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas un film qui parle, il est pas toujours à courir après des galères financières. Et ça amène à ma question d'après, qui est, enfin, tous vos films sont sur un personnage qui cherche à subsister. D'une façon ou d'une autre, ça peut être la santé, ça peut être l'argent. Comment vous avez dosé dans votre scénario cet enjeu du personnage, le poids de cet enjeu, vis-à-vis de l'aspect dramatique et de l'aspect comique aussi? Je ferais prendre la suite à la fois de ta question, mais aussi ce que disait Théo. Quand je vois 20 Dieux, qui est un film que j'aime beaucoup, ça tombe bien aujourd'hui, les 2 films qui sont là avec nous, je les aime beaucoup tous les deux, et j'aime très peu de choses. Y compris, j'aime très peu de choses de tout ce qui est dans les Césars, mais voilà, j'aime beaucoup ces 2 films, donc ça tombe bien qu'on parle ensemble. Tant mieux. Mais moi, quand je vois 20 Dieux, j'ai pas le sentiment de voir un film social, en fait. Moi, je l'aurais pas de moi-même d'emblée décrit comme ça. Ok. Je comprends, vous ayez pensé aux comédies sentimentales avec Julia Roberts. D'ailleurs, c'est bien, on va la voir au César. Et pareil, sur les questions de survie. Je pense que les questions se posent quand même très différemment dans nos 3 films. Pour l'histoire de Suleiman, clairement, là, oui, on raconte un personnage en survie et c'était là présent dès le début du scénario. Et c'était évident que c'est ça qui allait tendre le film. Qu'on est avec un personnage qui a une forme de précarité totale et que c'est ça qui va faire qu'on s'accroche à lui et qu'on a peur pour lui à chaque minute. Mais je pense que c'est très différent dans les 2 autres films. C'est pour ça que je pose la question, c'est que c'est présent dans les 3, mais c'est différent, c'est pas les mêmes registres aussi. C'est-à-dire, vous, c'est beaucoup plus dramatique et plus thriller aussi. Bah oui, nous, comme c'est très présent, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on avait tendance justement à essayer de baisser un petit peu les curseurs, quoi. Et avec des anecdotes aussi qui étaient dans les repérages, on a essayé de trouver des moments de détente quand même, qui sont ces moments aussi d'amitié quand il est avec les autres livreurs, qui permettent de faire un petit peu de respiration dans toute cette tension et dans toute cette lutte, enfin ces 48 heures chrono, quoi. C'était une des choses que j'avais dites à Boris quand on s'est rencontrés sur sa continuité, c'est que je trouvais qu'il y avait une accumulation de choses et que du coup, paradoxalement, alors que c'était très documenté, bah ça faisait très scénario. Il y avait quelque chose de l'accumulation qui me sortait du texte. Et il y avait plein d'anecdotes et de récits, de moments de solidarité entre eux qui étaient dans tes repérages, dans cette continuité aussi, hein. Et du coup, ça crée un équilibre. Il y a des spectateurs et spectatrices qui l'ont dit, dire, ah, ça fait du bien quand même quand ils sont entre eux et qu'on rigole. Ça nous rapproche émotionnellement aussi du personnage, en fait, hein. C'est pas seulement pour que le spectateur rit, c'est que finalement, l'empathie, elle se bâtit aussi dans ces moments-là. La survie, en fait, elle est un petit peu partout dans le film. Elle est d'abord sur un plan médical. Elle est collective aussi pour l'usine, pour l'harmonie elle-même, qui est
en conflit avec la municipalité, voilà. Et au-delà de l'harmonie, c'est toute une culture aussi, c'est toute une façon de vivre, une façon, je dirais, de perpétuer aussi une tradition, une façon de vivre ensemble et aussi un passé qui est aussi l'identité du territoire. Donc tout ça, c'est des questions de survie, des enjeux de survie qu'on a pu toucher vraiment du doigt quand on est allé sur place. D'ailleurs, c'est quelque chose qui les travaille. Mais en fait, on se dit pas au départ, on va faire un film social. Au départ, on a envie de parler enfin, moi c'est comme ça, mais on a envie de parler de personnages et d'une situation c'est le personnage lui-même qui nous emmène. On tire le fil et puis à travers sa vie et son parcours, on croise aussi un territoire, on croise une réalité économique, sociologique, et puis ça vient. On essaie de pas faire un film programmatique, c'est-à-dire que les choses arrivent tout simplement comme elles doivent arriver, parce que on suit un personnage dans sa propre vie. Je comprends, mais en l'occurrence, vous avez fait une comédie dramatique, vous avez appuyé dès le début, vous me disiez l'idée qu'il y ait de la légèreté dans le film, contrairement par exemple à Suleiman qui était plus dans le thriller et dans le drame. Donc comment vous avez fait, une fois que tu as listé tous ces enjeux de survie à différentes échelles, comment vous faites pour vous dire, faut pas qu'on plombe le spectateur, on est quand même là pour trouver un équilibre? Parce que dès le départ, il y a une situation de comédie. Quand on met deux personnages qui ne doivent pas se rencontrer, c'est la base de la comédie quand même. Il y a forcément un choc culturel, social. Ça génère des situations de quiproquo, d'incompréhension, de conflit, d'étonnement. Dès qu'on met un personnage qui est en dehors du bocal, quand on met un grand chef d'orchestre qui débarque dans une harmonie municipale, de bras cassés, évidemment que rien que son regard va générer de la comédie. Et je dirais que ça se fait de façon naturelle. C'est beaucoup du comédie de situation, en fait. Il y a pas beaucoup on n'a pas cherché à faire des gags ou on a toujours cherché à être dans la vérité des personnages, de ce qui pourrait leur arriver dans ces situations-là. Et puis, c'est une chose aussi qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un grand, grand désir quand on est là-bas, au milieu de tous ces gens qui font de la musique ensemble. Ils ont un besoin de rire, de se raconter des histoires, de passer un bon moment ensemble. Ça fait partie du programme autant que les partitions qu'ils abordent, quoi. C'est indissociable. La façon de faire de la musique, c'est une façon de vivre aussi pour eux. Et c'est drôle. Et ils sont drôles, ils s'engueulent. Et puis moi, j'ai un goût aussi on le partage, un goût pour la comédie aussi, parce que c'est un genre noble. Parce qu'il est très difficile à mener et que c'est pas forcément un genre mineur, comme on pourrait parfois le penser, parce que des fois on fait des récompenses spéciales comédie, comme si c'était un genre un petit peu à part. La comédie fait partie de la vie et est mêlée au drame, voilà, c'est tout, c'est très simple en fait. Sur 22, il y a un ressort qu'on a utilisé, que vous avez aussi utilisé sur Enfant Phare, c'est le concours en fait, c'est-à-dire que on écrit des mirages, quoi. C'est-à-dire on accroche le spectateur sur des trucs qui en fait, en réalité, n'ont pas vraiment d'importance profonde pour le personnage. C'est-à-dire que, par exemple, dans Enfant Phare, bon après peut-être je me trompe, mais c'est qu'en fait il a un frère qui est là, c'est ça le truc qui est important. Donc il est là, il est à côté, un peu dans l'angle mort, et puis il se rapproche, quoi. C'est ça le film. Là, lui, dès le début, il a ses potes, Toton, par exemple. Mais il le voit pas tout de suite, c'est-à-dire que ses potes, il les utilise, ils sont fidèles, donc il a ses Saint-Bernard autour, mais il prend pas en compte le fait que c'est vraiment des êtres humains, puisqu'en fait, c'est un personnage qui est extrêmement individualiste, en réalité. Il les envoie voler du lait pour lui, c'est ça, par exemple? Voilà, c'est ça. Et nous, dès le début, cet enjeu de la médaille, à aucun moment pour nous, ça a été un enjeu de survie. On savait qu'il la gagnerait jamais, on savait qu'il n'aurait jamais l'AOP en faisant du comté comme ça. Lui-même, je pense, sait au fond qu'il ne l'aura jamais. Ses potes, dès le début, lui disent « tu ne l'auras jamais ». Donc en fait, c'est presque un espèce de mouvement qui est nécessaire. Parce que le mouvement, effectivement, de faire quelque chose parce que le père est mort, ça, c'est un mouvement de survie. Mais il est animé par quelque chose qui est pas du tout pragmatique. C'est-à-dire que derrière, la chute, elle est même pas rude, en fait, quand ils apprennent qu'ils le feront pas. Et malgré tout, nous, on y croit jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le salon et qu'on comprenne un peu le délire du salon, mais jusqu'à ce moment-là, on se surprend à y croire quand même. Bah oui, parce que si je pense au premier plan, les choses trop importantes, on devient premier degré, quoi. Et là, on fait chier tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est dit, peut-être que notre stress au départ, c'était que les gens s'ennuient. Parce qu'on se disait, est-ce que les gens, ça va les intéresser? Et donc, du coup, on a créé aussi cette épopée. Comme il y a l'épopée de la musique dans Enfant Phare, on a créé l'épopée en se disant, on va essayer que les gens, ils s'accrochent à quelque chose. Et de manière sous-jacente, à la fin, hop, on s'en est pas rendu compte, mais il est beaucoup plus proche de sa petite sœur. Finalement, c'est le pote qui gagne la médaille, c'est pas lui. Donc, il a un peu la médaille, pour nous, c'est un peu la médaille de l'ami sacrificiel. Bon, lui, il a une figure un peu spéciale, le Jean-Yves. On se demandait même, par exemple, ça c'est pas dit, mais on se demandait s'il était pas un peu amoureux de son pote, quoi, à des moments, quand même, pour faire tout ça. Effectivement, la survie, en fait, elle émanait aussi des personnages secondaires. Et lui, c'est comment il est un peu moins individualiste qu'au début. Ouais, c'est le parcours humain, mais comme tu disais tout à l'heure, vous avez défaussé toute la partie, par exemple, mettre une assistante sociale, mettre le parcours de s'en sortir financièrement, qui aurait pu être un sujet, parce que le point de départ qu'il fait faire du fromage, c'est l'argent, en fait. Mais il va travailler quand même au début. Il va travailler chez ses ennemis, il va prendre sa rouste.
Et en fait, je pense que la survie, ça vient, la chose qui va le déclencher, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a conçu, c'est quand un des frères ennemis, entre guillemets, lui dit « toi t'es là pour faire le ménage ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour où il se dit « là je ne peux plus, en fait, je peux plus continuer à avaler des couleuvres ». Et en fait, c'est par orgueil qu'il commence à faire c'est pas vraiment par survie. Il le fait parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il est capable de le faire comme les autres. Okay. Voilà, je pense. C'est intéressant, c'est aussi sur Enfant Phare, c'est que même dans Enfant Phare, d'ailleurs, c'est par 2 fois que le concours il est déjoué. Oui, pardon, les 2 exemples ne m'étaient pas revenus au moment de l'enregistrement. En effet, dans En fanfare, il est d'abord question d'un concours entre fanfares, mais qui au dernier moment n'a pas lieu à cause d'une bagarre générale. Puis plus tard, il est question d'une représentation de la fanfare dans l'usine pour manifester, mais qui là non plus au dernier moment n'a pas lieu, suite cette fois à l'intervention de la police. Il joue jamais, en fait. Et voilà. Et en fait, la scène de fin, c'est évidemment là où on pense pas. La fin, c'est une catastrophe absolue, en fait, hein. Je réfléchissais, je me disais, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des personnages qui cherchent leur place, en fait. C'est évident, évidemment, pour Suleiman. Il est dans une espèce d'urgence de trouver sa place, alors réellement, dans ce pays, d'une façon ou d'une autre, de façon totalement, je dirais, vitale. Et puis, les autres, c'est pareil. Dans 20 dieux, il y a ce personnage qui est perdu, et qui essaye d'exister après un gros traumatisme, etc. Et comment il peut avoir une raison d'exister, enfin une raison sociale même, je dirais, à travers la recherche comme ça très têtue de la fabrication du fromage, etc. Et puis aussi dans sa relation avec Marie-Lise. Puis voilà, c'est on retrouve aussi dans Fanfare, voilà, bon il y a le personnage évidemment de Jimmy qui est complètement à l'arrêt, qui n'a pas de place en fait, qui vit encore chez sa mère et qui est voilà, qui a même plus sa place de père, qui a une place tout à fait mineure dans la fanfare, etc. Et par contre, il y a le personnage qui a sa place, absolument, c'est une place de choix, qui est le personnage qui arrive et qui se déconstruit complètement et qui doit retrouver une autre place, qui est celle de frère, etc. Et sa place dans une histoire aussi, je dirais, familiale, voilà. Une autre chose qui rejoint vos films, c'est leur fin, c'est que tous vos films ont une fin relativement ouverte. On n'est jamais sur du tout est bien qui finit bien. Alors ouverte, voire clairement pour ce qui est d'Enfant Phare, très pessimiste quoi vis-à-vis du personnage. La question qui vient donc, c'est pourquoi avoir défaussé cette idée que tout pourrait s'arranger complètement à la fin? Irène Muscari, co-scénariste d'Enfant Phare. Elle est ouverte notre fin, non? On est sûr qu'il meurt? Moi je suis pas sûr, hein. Ce dont on est sûr, c'est qu'on pourrait ne pas savoir qu'il faisait un rejet, par exemple. Les 2 scénaristes sont pas d'accord. Non mais je sais, c'est une provocation. Mais c'est ce qu'ils nous disent, surtout les jeunes qui regardent le film. Ils nous disent, mais peut-être qu'il est pas mort, hein? Bah non, peut-être. Voilà, on le sait pas. Alors, il faut savoir, je vais vous raconter un petit secret, qu'on avait écrit une autre fin. Et qu'on avait tourné une autre fin. Elle est aussi tournée pour le coup. Elle est aussi tournée, mais qui n'a pas été montée parce que le réalisateur a du talent et qui a décidé qu'il valait mieux sacrifier une très belle séquence de fin pour pouvoir garantir une fin de film qui laissait le spectateur très très haut dans l'émotion. Et là, c'est vrai que j'avoue toute mon inexpérience, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à accepter cette coupure, en fait. Toi, t'avais en tête de clore le film, de donner une réponse... Oui, oui. Il faut acheter le DVD, car vous aurez un Voilà. bonus. Ah, elle sera quand même quelque part, cette fin. Qui est dans le bonus, oui, c'est vrai. Pour moi, ça s'est fait dans la douleur, hein, vraiment. Donc ça s'est décidé très tard, finalement, Très que le très film se tard, dans le termine de cette montage. façon-là. Et même la première version montée du film, la scène finale est liée. Moi, je l'ai vue, donc pour moi, tout allait bien, elle était magnifique. Et puis, à un moment donné, le réal et son monteur, ils disent mais tu sais, peut-être qu'on va couper plus tôt. Là, tel qu'il est le film, il est juste parfait, évidemment. C'est eux qui avaient raison, c'est pas moi. C'est ça qui est toute la différence entre un scénario sur le papier et puis la réalité à l'écran, c'est que tout d'un coup, il y a des séquences qui apparaissent totalement superflues, qui sont magnifiques et nécessaires peut-être même à la lecture, et qui tout d'un coup sont de trop, ou trop longues, ou voilà, pas nécessaires, parce qu'on a compris déjà, parce que c'est tout à fait l'incarnation qui règle qui va vite et qui fait avancer l'histoire. Il y a un mouvement dans le film, et puis à un moment donné, le film qui décide, c'est que ça s'arrête là, quoi. Après, c'est du réchauffé, c'est un épilogue, et puis je pense que le spectateur n'a pas envie de voir autre chose. Delphine Agut, co-scénariste de l'histoire de Suleiman. Justement, ça me fait penser à ce qu'on a vécu. J'ai découvert le film fini et monté à Cannes, et j'ai trouvé la fin, parce qu'il y avait une scène en plus au scénario. Ah, là aussi, il y avait une scène. Après aussi, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça amusant. Et en fait, j'ai trouvé ça formidable, quoi, que vous ayez coupé comme ça, qu'on reste avec lui à la fin. Nous, il y avait une scène où, bon, donc il sortait de l'entretien comme ça, et après il reprenait les transports, et il reprenait la livraison, en fait. Il retrouvait son ami, le petit Khalil, qu'on avait vu avant, qui lui apporte la chemise. Et il y avait un dialogue entre eux où, sans que Khalil lui pose frontalement la question, il sentait bien, en fait, que ça s'était mal passé, l'entretien. Mais du coup, il essayait de lui redonner du baume
baume au cœur et de se projeter dans leur vie après, dans une vie peut-être en dehors du 115, et que lui, il avait enfin trouvé à compte et qu'il allait faire la livraison et tout ça. Et moi, j'aimais assez ce dialogue, en fait, parce que j'aimais bien l'histoire d'amitié finalement qu'il y avait entre eux, puisqu'il a dit au revoir à sa chérie, mais peut-être il a trouvé un ami à la fin. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que c'était un geste formidable, quoi, qu'avec Xavier à la fin, qu'on reste comme ça avec lui. Il y avait un côté dans cycle clair, c'est-à-dire revenir presque au point de départ. Par contre, sur le reste, sur le côté intrigue. Donc là, pour le coup, ça bouclait cette partie-là. Exactement. Et cette scène, elle a été tournée ou elle a même pas été tournée? Alors ça, non plus je sais pas si vous l'avez trouvé finalement. Alors la scène, puisqu'on en est dans les secrets, là, la scène a été tournée, mais elle n'a pas été montée. Voilà, donc même cas qu'en fanfare, du coup. En fait, effectivement, il y avait cette scène qui sans doute offrait une forme d'adoucissement à la lecture, au scénario. C'était sans doute agréable pour le lire comme ça. Mais d'une part, c'était une scène très compliquée à tourner. Parce que faire une scène de dialogue à vélo sur deux personnes qui roulent à vélo dans les rues de Paris au milieu de la circulation, c'est pas évident. D'abord, surtout qu'on l'a fait, je me souviens, on n'avait pas assez de temps, une météo un peu contraire, enfin voilà, genre de scène vraiment compliqué. Ouais. Et puis surtout, de toute façon, au montage, enfin avec Xavier, on en a parlé de cette scène, hein, il savait qu'elle existait, mais Xavier c'est le monteur, hein, Xavier Sirvin, mais il a jamais voulu même essayer de la monter. Je crois que le maximum qu'on a fait, ça a été de la donner à l'assistante monteuse pour qu'elle essaye de faire quelque chose. Je sais même pas si Xavier a accepté de regarder. Mais c'était clair, en fait, que, et là, je reprends exactement les mots que t'avais, Irène, sur En fanfare. C'est-à-dire qu'on arrive à un point d'émotion dans l'entretien qui fait qu'on n'a plus envie de rien rajouter après, en fait. Il faut rester à ce niveau-là. En revanche, il fallait ce tout petit temps qui est le plan où il sort de l'entretien, parce qu'on a envisagé aussi au montage éventuellement de rester plus cut dans l'entretien, et ça nous aurait semblé cruel par exemple. Ça aurait semblé comme une sorte de violence faite contre le spectateur, de dire une sorte de geste comme ça un peu autoritaire du réalisateur qui dit là vous êtes là et paf le coup près qui tombe, et là ça nous aurait semblé brutal. Donc il y avait besoin de cette sorte de petit sas qui permet au spectateur aussi de ressortir de la scène et du film, mais sans rentrer dans sa vie de livreur. C'est-à-dire sans que le personnage soit renvoyé à sa vie de livreur, parce que finalement, on est arrivé à un point à la fois émotionnel et à un point d'existence du personnage où il réinstaure quelque chose de sa dignité en donnant sa vérité, qui fait qu'on n'a pas envie de revenir dans la vie parisienne, dans le vélo, dans la circulation. Ce qui fait aussi qu'on a enlevé le son de ce dernier plan du film pour ne pas revenir justement dans la rue de Paris avec son bruit et tout ce qui nous évoque le début du film dans la livraison. C'est intéressant parce qu'aucun des deux films ça ne s'est joué au scénario. Moi je posais la question un peu naïvement en me disant que dans les deux cas vous avez eu cette réflexion dès le scénario. En fait non, dans les deux cas ça s'est joué au montage. Et du coup pour finir sur la fin de 20 Dieu, est-ce qu'elle était pensée comme ça au scénario, elle pour le coup, toujours pas non plus? Alors la fin elle était pensée comme ça au scénario. Là je vais mentionner Marcia Romano qui était notre collaboratrice au scénario, qui était aussi notre prof. Et c'est vraiment pas pour vous contredire hein, parce que mais non mais je sais pas si c'est une fin ouverte, parce que dans le sens où elle nous a dit vous devez fermer les dossiers, tout ça. Okay. Alors on a fermé le dossier sœur, on a fermé, en fait en un sens je pense qu'on n'a pas insisté, mais je pense qu'on sait qu'il va redevenir ami avec son pote, parce qu'on le sait au moment où il éteint le feu dans la voiture, quand sa voiture prend feu. On sait qu'il va retourner avec la fille parce qu'elle lui montre ses nichons. Mais je reviens sur, on sait pas s'il va s'en sortir. C'est-à-dire que la question du comté à la base, c'était est-ce qu'il va se trouver une solution pour s'en sortir? J'ai bien compris que c'était un prétexte à faire des relations, etc. Mais malgré tout, cette question étant posée, il n'y a pas une volonté derrière de la... Ça, c'est sûr. Mais parce qu'en fait, en gros, je pense que dans les trois films, c'est le moment où les personnages s'alignent avec eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire que je trouve ce qui est assez bien dans l'histoire de Suleiman, c'est qu'il sait pas mentir, en fait. Et que dès le début, on le voit essayer, mais il n'y met aucune bonne volonté, en fait, en réalité, d'essayer de mentir et d'apprendre cette histoire. C'est ça qui est, c'est que lui, il est en rejet, en fait, dès le départ. Et du coup, à la fin, au moment où il se dit je vais dire la vérité, le film est fini en fait. Enfin je sais pas, hein, moi j'ai pas fait le film, mais pourquoi continuer? Ça y est, le film est fini, il est temps que les gens sortent de la salle et qu'il y ait un autre film derrière, j'en sais rien. Mais et du coup nous, comment on a pensé, c'est quand il voit cette image de son meilleur pote qui gagne la médaille que lui n'a pas gagnée avec sa petite sœur dans les bras, il se dit bon, j'ai une famille, j'ai ces gens, et c'est ça en fait le plus important. C'est intéressant parce que la question de la fin ouverte, moi je parlais à chaque fois dans le cas de l'intrigue et de la survie, et où j'ai tous resté sur, en fait ils ont tous bouclé le côté personnage et arc, et en fait on en revient à ce qui compte vraiment dans les scénarios, quoi. Quand même, on est parti dans le prolongement de ce que disait Irène, mais il y a quand même une chose à dire, c'est pourquoi une fin ouverte sur Suleiman, c'est pourquoi en gros on sait pas à la fin s'il va avoir des papiers ou pas. Ben là clairement la seule réponse est c'est politique. Je pourrais pas faire un film qui raconterait cette histoire et à la fin le personnage a des papiers, ce serait tellement un mensonge par rapport à ce qui se passe
en France aujourd'hui que là c'est impossible. Et là pour le coup c'était des choses qu'on a réfléchi, qu'on a pensé au scénario. Mais c'est marrant parce que moi j'ai vu le film à Saint-Denis au cinéma, il y a 2 jeunes femmes à la fin qui sont sorties en disant en fait c'est comme un Marvel, faut voir la suite d'après pour savoir la suite, on va avoir un 2 et tout. Enfin, en fait tout le monde n'est pas dans l'axe politique et des fois quand on sort et qu'on voit une intrigue, on voit une réponse à l'intrigue en fait. Après c'est sûr quand on théorise un peu on se dit oui en fait c'était évident qu'il fallait la finir comme ça. Moi je me souviens que c'était un questionnement qu'on a eu avec Philippe Lioré quand j'avais écrit Welcome avec lui, et la fin c'était pareil, puis c'était un peu les mêmes enjeux. Et pourquoi faire mourir ce jeune homme? Ça revenait tout le temps, évidemment, principalement par les jeunes qui nous disaient mais enfin c'est pas possible qu'il meure, etc. Mais on se dit mais pourquoi il va rentrer, il va aller en Angleterre, il va retrouver sa chérie et tout va bien et on va sortir de ce film l'esprit tranquille en se disant bon finalement tout s'arrange, c'est pas si compliqué, c'est pas si grave tout ça. On a besoin de sortir avec une frustration et une colère, je pense, quand on a affaire à des sujets comme ça. Donc c'est pas forcément très apaisant pour le spectateur, mais ça fait partie. Ouais. Oui. Et puis il aime quand même beaucoup le film. C'est bien parfois d'irriter le spectateur, de le mettre en colère. Il faut pas moi j'aime beaucoup le chocolat noir, hein. J'aime pas tellement le Nutella. Faut pas mettre trop de sucre en fait, je crois. Donc là dans les films c'est pareil. Non, mais franchement, si je peux donner mon expérience, quand j'ai vu l'histoire de Suleiman, j'ai adoré la fin, c'est un truc, je la trouve sublime. Et les 3 dernières minutes où j'ai compris où ça allait, quand il a commencé à raconter la vraie histoire, j'ai dit, j'espère qu'ils n'ont pas donné la solution, qu'ils n'ont pas donné la réponse. Pendant 3 minutes, j'ai pensé, je ne veux pas le savoir, et merci. D'abord, de toute façon, il y avait un simple problème de justesse sociologique, on peut dire, c'est que à l'OFPRA, jamais on ne donne la réponse, on dit toujours une formule type, vous aurez Bien la réponse sûr. par courrier dans 2 mois ou 2 semaines. Ou... Comme le film est sur une temporalité très courte, c'était pas possible. Ça force Mais la une vraie hélice, ouais. réponse est politique. Oui. On va pas donner Totalement. trop de sucre et faire du Nutella à la place du chocolat. Par rapport à ce que vous avez dit, j'étais hyper d'accord en fait. Théo s'adresse à moi, et donc il fait référence, si je ne m'abuse, à mon souvenir de ces 2 spectatrices étonnées au cinéma suite à la fin ouverte de l'histoire de Suleiman. Je me suis dit, est-ce qu'on est des snobs et tout? Je me dis, ouais. Peut-être, je pense que, en fait, c'est moins de bon goût en France de faire des fins fermées maintenant, tout simplement. On a moins ce réflexe, on cherche peut-être un peu plus naturellement que par exemple dans les films américains, etc. C'est-à-dire que il y a peut-être aussi effectivement une peur du Nutella, je sais pas. Mais je veux dire, j'ai écrit le film, hein, donc je me mets dedans, hein, je me mets dans le chocolat noir et tout. Mais je peux comprendre la personne qui va au cinéma, qui paye sa place et qui a envie d'avoir la réponse. Je comprends aussi ces Bah, ouais, le aspects grand public, presque de lutte de classe, de dire bah en fait on sort, on va au ciné, on veut savoir s'il va gagner la médaille ou s'il va avoir ses papiers, juste pour dire je peux comprendre, quoi. C'est ça, notamment pour un public qui va être très dans le divertissement et pas forcément dans la réflexion sociale, mais il n'y a pas que la question de la fin ouverte, c'est aussi la question de la fin positive, c'est-à-dire à la fois sortir avec une réponse, si possible avec le sourire. Mais c'est vrai que moi ce qui m'avait étonné, c'est le fait que tous vos films aient choisi ce chemin-là, mais qui à chaque fois marche très bien, hein. Je pense qu'il faut faire confiance au public, hein. Faut faire confiance au public, je pense qu'ils demandent pas forcément tous. Et on le voit parce que les 3 films dont on parle là aujourd'hui, c'est des films qui ont quand même pas mal de succès. Donc ça veut dire que le public est là quand même. Oui, non, c'est pas leur mise à question du tout, hein. C'était Ouais. juste, Maintenant que le film a été diffusé, ça y est, on a fait un peu tout le trajet de l'histoire du film. Vu qu'on est ici pour parler du César du meilleur scénario, quelle est la critique que vous avez la plus lue au sujet de votre scénario? Et supposez que vous les ayez lus, je sais pas. Alors moi j'ai pas lu les critiques, j'ai fait cet exercice spirituel cette fois-ci. Je sais que mes 2 précédents films j'ai lu toutes les critiques et aujourd'hui 5 ans, 10 ans après je me souviens évidemment que des mauvaises critiques. Les autres on les oublie, mais il suffit qu'un journaliste un peu salopard ait écrit un truc bien saignant et c'est la seule truc dont on va se souvenir. Et si on a 20 critiques positives et une critique négative, on va se souvenir que de la négative. Donc là j'ai pas lu, mais j'ai lu les titres quand même, j'ai lu le résumé sur Allociné. Donc je sais que 2-3 critiques ont dit qu'il y avait justement trop de scénarios, que c'était trop scénarisé ou trop dramatisé, Suleiman. Voilà. Ce en quoi je ne suis pas du tout d'accord, mais... Surtout qu'on a vu que c'était à l'inverse, édulcorer le maximum, pas mettre trop de scénarios dans. Je pense qu'il y a une attente dans un certain cinéma intellectuel français que quand on s'empare de ce genre de sujet, ça devrait rester comme un peu timide en termes de fiction. Donc du drame et moins du thriller En finalement. docu-fiction, quoi. Je sais pas si Delphine, toi tu as lu les articles, moi je les ai pas lus et je suis tellement fier de moi de pas les avoir lus. Je vois l'article auquel tu fais référence. Je les ai parcourus, bien sûr. Celui-ci, je sais pas si je l'ai lu en entier, mais ça m'a, oui, ça avait vraiment trait au scénario, quoi, sur la surdramatisation. Ce qui est lié un petit peu à la gageure du film en 48 heures, quoi. Il y a quand même une forme de contrainte par rapport à ça, donc il parlait plus de ça. Et dans le même temps, j'ai entendu beaucoup, ah oui, c'est un documentaire, le film, donc ce qui est comme le contraire de cette surdramatisation. Donc bon, C'est ça. voilà. J'ai rencontré dans ces mêmes locaux ici du CNC un réalisateur, donc quelqu'un qui fait ce métier et qui avait vu le film, qui dit j'ai adoré ton documentaire. Je lui dis mais c'est une fiction. Il dit bon, mais vraiment il en revenait pas, quoi. C'est un réalisateur, je ne donnerai pas son nom.
Mais surtout, c'est un thriller en l'occurrence, c'est que c'est de tous les films, c'est un film de survie et de genre vraiment très affirmé. Donc là, vous avez eu les deux. Oui, retours. voilà, exactement. Donc les deux s'annulent, quoi. Exactement. Emmanuel Courcol, scénariste-réalisateur d'Enfants phares. Bon, les retours sont bons en général, donc là on parle toujours de la finesse de l'écriture, etc. Donc c'est jamais des choses très très désagréables à lire, mais effectivement j'ai une situation un petit peu médiane, c'est-à-dire que je sens quand la critique est pas très bonne, ça m'intéresse pas en fait. C'est trop difficile d'écrire un scénario pour se faire démolir par quelqu'un en 2 secondes. Donc non, moi mon vrai souvenir, c'est un souvenir cuisant de première critique à Cannes. Voilà, un critique a trouvé que c'était une guimauve épouvantable, qui n'avait absolument pas sa place dans un festival comme celui-là. C'est le seul d'ailleurs, c'est vrai, j'avais oublié moi. C'est-à-dire que je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'avais pu faire à ce pauvre garçon pour le rendre aussi malheureux en voyant ce film? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est intéressant de voir que le parcours du film a déjoué cette critique aussi, mais c'est pour voir un peu Bien ce qui sûr, était- bien sûr. Puis comme c'était un critique de Télérama et que finalement c'était un film Télérama, c'était assez drôle comme pied de nez. Ah, ils ont été partenaires sur le film derrière. Oui. Ah, c'est drôle. Irène, toi, d'autres critiques qui te reviennent Moi, je les ai lus toutes, hein, tout ça. Alors là, de A à Z, j'ai tout, là, encyclopédie, tout va bien. Non, il n'y a pas de... Théo, toi, est-ce qu'il y a des critiques qui revenaient souvent sur les du scénario? J'ai fait la tournée bis, enfin j'ai fait la tournée de 20 dieux un peu en solo sur les dates que Louise pouvait pas faire. Et du coup beaucoup en ruralité. J'ai pas lu les critiques presse. Par contre, il y avait que font les services sociaux. Donc beaucoup de gens me demandaient ça dans les salles. Parce qu'en fait souvent c'était des cinémas itinérants, donc c'était aussi dans des zones où il n'y avait pas de cinéma. Et en fait les gens prenaient très à cœur aussi le film et comment la ruralité était représentée. Et donc du coup il fallait aussi expliquer qu'on représentait un territoire, qu'on filmait dans un territoire, qu'on voulait pas exhaustivement représenter la ruralité en France, etc. Heureusement il a été bien reçu dans le Jura. Donc ça c'était quand même ce qui était le plus important. Elle a fait une tournée des salles des fêtes de Projo dans le Jura, Louise et tout. On m'a dit ça, on m'a dit les balles n'existent plus. Du coup, c'était dans des régions où les balles avaient cessé d'exister parce que il y avait trop de bastons, etc. Donc là, en fait, j'ai dû expliquer aussi que ça existe. Enfin voilà. Mais c'était plus du travail, je dirais pas de pédagogie parce que c'est vraiment pédant, mais plus du travail de discussion en fait autour des éléments et des motifs du film qui pour certaines personnes étaient soit désuets, soit pas crédibles, soit voilà. Et il y avait par contre aussi à des moments, mais est-ce qu'à la fin il va faire du comté, etc. Est-ce qu'après il va continuer à le faire, etc. Et moi ce que je réponds à ce moment-là, c'est on a quand même un peu l'impression qu'il va en faire avec la dame qui fait les démonstrations. Tu laisses ouvert ce jour. Je laisse ouvert, mais voilà, il y avait parfois cette nécessité, cette demande de clarté de la part du public dans la tournée, quoi. Et c'était très franc, quoi. C'était très franc du collier, les questions, voilà. Après, c'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde, donc c'est entre nos propres exigences et en même temps des gens. En fait, moi, je comprends. C'est-à-dire que quand la personne me dit ça, que ça a altéré son expérience lors de la projection, je capte, en fait. Je suis en mode, oui, mais je comprends. Ce qui m'a le plus touché, moi, c'est à travers les critiques et les témoignages aussi. En général, c'est la critique des journaux régionaux, la PQR, comme on dit. C'était que les gens du Nord disaient, c'est nous. On se reconnaît, c'est nous, c'est bien. Pour une fois, on n'est pas caricaturé, on n'est pas... Et que ce soit les gens du Nord, mais c'est pas un film régionaliste non plus. Et c'était aussi beaucoup à travers tous les musiciens de la musique amateur et des fanfares, des harmonies, etc., à travers toute la France, qui disaient « Ah, ça, je reconnais, c'est nos répétitions, c'est tout ça. » Et pour moi, c'est ça peut-être la réussite qui me touche le plus, en fait, au-delà des qualités vraiment, je dirais, d'écriture et tout ça, c'est que c'était vraiment un enjeu pour nous de pas trahir ça. Car c'est souvent un public qui se sent méprisé, objet de condescendance, etc., et de caricature. J'étais content qu'ils se sentent fiers d'être représentés comme ça dans le film. Pour moi aussi, c'est très très important quand je fais un film que les gens qui sont représentés dans le film se reconnaissent et trouvent ça juste. Et je crois que pareil, Louise, c'était très important pour elle de montrer le film dans le Jura. Et moi, c'est très important que je puisse montrer le film à des spectateurs africains, et ça a été le cas, et que les spectateurs africains s'y reconnaissent, que j'ai pu montrer le film, alors pas à beaucoup, mais à quelques livreurs africains, et qui disent c'est exactement ça. Ça, c'est très important. Ils étaient contents, ils sont reconnus dans le film. Et c'est nécessaire quand on s'empare, encore une fois, d'un pan de réalité, il faut que les gens qui sont représentés se reconnaissent. Je me souviens de mon film précédent, donc Camille, qui raconte l'histoire d'une photojournaliste tuée en Centrafrique. Et pendant les repérages, j'avais rencontré énormément de photojournalistes, et tous, ils me disaient non mais le cinéma nous montre trop mal. Ils disaient tous les films sur nous sont pourris, il n'y a pas un acteur qui sait tenir son appareil photo, ça se voit qu'ils savent pas faire des photos, et puis ils racontent n'importe quoi sur notre métier. Et je me souviens qu'à la sortie de Camille, on avait fait une projection au Luxor où il y avait beaucoup, c'était principalement des journalistes et des photographes de guerre qui étaient dans la salle, et là c'est la projection qui m'a fait le plus peur. Et après ils m'ont dit c'est bon, c'est cachère. Et j'étais vraiment content. Et pareil, quand j'ai commencé, j'ai fait des documentaires au Vietnam et je les ai montrés au Vietnam, et c'était ça qui était important. D'abord. Après, c'est cool d'avoir aussi un public en France, hein, mais... C'est quoi la principale leçon de scénario que vous avez tirée de ce projet? Alors moi, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais c'est la question des repérages, en fait. Il y a un truc quand on est scénariste, c'est que finalement, dans nos contrats d'auteur, il n'y a pas de
temps pour ça, parce qu'il faut rendre des textes, en fait. C'est un peu la différence avec le statut de réalisateur, où tu peux faire des repérages, je sais pas exactement comment ça se passe, mais comme intermittent. Et du coup, nous, en tant que scénariste, on doit directement écrire. Alors certes, j'aime pas trop le terme d'imagination, mais bon, on peut soit imaginer, soit relier plein de choses à soi, bien entendu. Mais quand même, se confronter au réel... Sur un film réaliste, a fortiori, surtout. Oui, de toute façon, j'écris des films plutôt réalistes, en général. J'en faisais et j'en fais toujours des repérages ou un petit travail d'enquête. Mais là, ce qui était super, c'est de l'avoir dès le début. En général, dans les processus d'écriture, finalement, on nous fait commencer à écrire et puis, après, peut-être qu'on pourrait y aller après 1 ou 2 traitements, quand les producteurs commencent à voir qu'il y a peut-être quelque chose. Voilà, ça vient après, finalement, les repérages. Okay. Oui, et c'est aussi, par exemple, pour ça, pour Les Fraises, c'est arrivé tard, le film de Leila Marakchi, les repérages, au bout d'1 an d'écriture. Et ça a vachement changé la donne, quoi. C'est dommage, en fait. Surtout, moi, j'avais eu l'expérience contraire, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier film, Hope, qui raconte l'histoire du voyage de 2 migrants africains vers l'Europe, j'ai écrit tout en chambre. C'est-à-dire, j'ai écrit tout depuis Paris, en lisant des livres, des articles, des rapports d'ONG, en regardant des vidéos sur Internet, en trouvant plein de choses, hein. On trouve beaucoup de matériaux documentaires. J'ai trouvé énormément de choses qui ont nourri mon écriture. Et puis, au bout de 3 ans, j'ai eu l'avance sur recette et je suis parti faire du terrain. Dans une démarche de fiction simple, c'est-à-dire qu'on part faire du terrain pour faire du casting et des repérages de décors. Sauf que quand j'ai commencé à faire ces choses sur le terrain, j'ai compris que les choses principales du milieu que je décrivais, je les avais pas compris, en fait, je les avais pas trouvées dans les documents. Et ça a complètement renversé. Donc, évidemment, j'ai dû tout réécrire le scénario. Et là, ce qui était super, c'est que sur Suleiman, grâce à un producteur intelligent, Bruno Naon, on a commencé par là. C'est-à-dire que Bruno, je lui ai parlé de l'idée de faire ça. Il était très enthousiaste sur le sujet. Et du coup, d'emblée, il m'a mis en binôme avec quelqu'un. Donc, il était prêt à payer quelqu'un pour sortir dans la rue avec moi et faire des repérages. Parce que les repérages, c'est pas forcément facile. Et on a mis les repérages au début, contrairement à mes écritures précédentes. Il n'a pas demandé une version d'abord, quoi. Non, j'avais pas écrit une ligne. Et ça demande un producteur qui comprend, qui est intelligent. Bon, c'est aussi parce que voilà, c'est le 3e film qu'on fait ensemble, donc il y a une histoire commune, donc on se fait plus confiance. Et puis moi, mon autre leçon quand même, c'est que c'est bien de partir sur un scénario avec des vraies idées de cinéma au début. C'est-à-dire que quand on projette déjà un film et pas seulement des enjeux d'histoire ou de scénario, on est tellement plus fort en fait. Les autres principales leçons tirées de ce film? Non, moi j'ai tout appris, donc toutes les leçons là. Toutes les leçons? Bah oui. Ce que j'allais dire aussi. Celle qui t'a le plus marqué? Que c'est long. Enfin, que c'était long parce que le 2e qu'on a écrit, ça m'a paru, et pourtant on a mis quand même pas mal de temps aussi pour l'écrire Banquise, ça m'a paru beaucoup moins long. Parce que déjà, je m'attendais à faire tout ce travail-là. Donc, oui, j'ai appris à prendre patience, à dire, c'est pas parce que c'est la 5e version que tout va bien, quoi. Et toi, Emmanuel, après beaucoup de scénarios, est-ce que t'as encore des leçons que t'as pu tirer avec celui-là ou pas? Bah oui, la leçon, mais c'est un peu comme Boris, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en tant que réalisateur, puisque moi, c'était mon 3e film et que j'aborde le 4e, et que, effectivement, je dirais, il y a une espèce de mue du scénariste au réalisateur qui se fait pas dès le premier film, en fait. Le premier film, on essaie de se rassurer à mort avec le scénario, un truc hyper construit. On a l'impression que tout est dedans, etc. Et puis, on s'aperçoit que, effectivement, la réalisation, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui nous ont échappé, etc. C'est plus une question de confiance, effectivement, dans ce qui va se passer après. Mais ce qui n'est pas pour dévaloriser le travail de scénariste. Non, du tout, je comprends. Théo, ouais. Pour proprement parler du travail de co-scénariste, c'est vrai que c'est un travail, je m'en suis rendu compte à la fin, mais qui est intellectuellement et physiquement quand même très éprouvant. Les footings tous les matins déjà. Voilà, footing tous les matins, mais ça fait partie du bien, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le corps et le psychologique peuvent vite tomber en délabrement, en fait. Faut le dire quand même, c'est très fatigant, on est rythmé par les commissions, c'est des oui, c'est des non, c'est essayer de mettre tout le monde d'accord tout en conservant. Donc en fait, c'est vraiment comme si l'ego c'était un punching ball et qu'on est tout le temps frappé dedans, quoi. Donc ça demande un entretien, je pense une hygiène de vie que j'avais pas au début. Et que maintenant je m'oblige à avoir. Je le dis pas, je suis pas coach sportif ou je suis pas, voilà. Mais je veux dire, je bois pas, en fait, sinon je ne tiens pas sur la durée, en fait. Une endurance psychologique, ouais. Voilà, psychologique et physique. Parce que on est dans des mauvaises postures. Je suis allé chez l'ostéopathe hier, il m'a dit c'est catastrophique, là. Vraiment, c'est la cata de la cata, quoi. Parce que ça paraît rien comme ça, mais 3 ans sur l'ordi, voilà, quoi. Ce podcast, à la base, il marche par corps de métier. Donc chaque corps de métier vis-à-vis du scénario. À part les comédiens, parce que je pense que c'est une évidence, quel est le corps de métier qui a le plus nourri
votre scénario, vous diriez? Pour l'histoire de Suleiman, j'ai eu une collaboratrice au scénario qui est pas une collaboratrice au scénario parce qu'elle est pas créditée dans le scénario. C'est Aline Dalbis qui a eu 2 rôles dans le film. Ouais. Les 2 ont un impact au scénario. Le premier, c'est qu'elle a fait avec moi ses repérages d'écriture en amont du scénario. Et ensuite, plus tard, donc 2 ans et demi plus tard, elle est revenue pour faire directrice de casting. Et le casting a encore beaucoup influé sur le scénario puisque on a beaucoup adapté au scénario, aux gens qu'on a trouvés. Aline a été un interlocuteur artistique très fort pour moi. Repéreuse d'écriture, je sais pas si j'appelle ça comme ça parce que je crois qu'il n'y a pas de terminologie en fait dans la liste des postes Non, c'est vrai. techniques qui existent. Ça n'existe pas en fait parce qu'on considère que les repéreurs et repéreuses, c'est les gens qui vont chercher des décors une fois que le scénario est écrit. Et il n'y a pas ce poste. Les journalistes sont ce qu'ils appellent des fixeurs. C'est des sortes de fixeurs en fait, voilà. Et toi, du coup, Delphine, qui a découvert le film tard, parce que tu l'as découvert sur l'écran. En plus, quelle est la dimension du film qui t'a le plus surprise, qui a le plus nourri l'histoire? Est-ce que c'est, je sais pas, les décors, les costumes, Les costumes, parce qu'il y a un kawaii magnifique quand même. Je sais pas pourquoi on n'a pas été nominé aux costumes. Enfin, on a choisi un super kawaii, quoi. De mon point de vue de scénariste, c'est l'apport de Xavier au montage, par exemple sur cette scène de fin dont on a parlé. Et pour revenir là-dessus, cette scène de fin, si vous l'avez coupée et si on reste comme ça au moment où il sort de l'entretien, ça marche aussi parce que vous avez trouvé aussi cette structure en flashback en fait, qui n'était pas au scénario. Tu vois, le début... Le fait d'ouvrir sur le début de la scène Exactement, de fin. qui est vraiment dans le code du thriller, mais qui est venu au montage et qui permet de faire en sorte que cette fin marche à partir du moment où tu le racontes comme ça en flashback. Ça en fait une destination. Ça, ouais. voilà. Mais rétrospectivement, ça n'a rien changé au film. Ça nourrit ma réflexion de scénariste. Oui, ça nourrit le film aussi, l'histoire du film. C'est, enfin, la narration en l'occurrence, de toute façon. Ouais, tout à fait. C'est comment la narration se trouve aussi sur des choses comme ça. Ok, les autres. Bon, il y a le producteur d'abord. C'est le premier lecteur, et puis bon, alors il faut avoir un producteur qui sait lire, exigeant, donc un emmerdeur. Nous on l'a. Il a le don pour mettre le doigt sur les problèmes en fait. En général, les solutions qu'il propose sont pas les bonnes. Et il nous dit mais moi je suis pas scénariste donc je sais pas faire. Donc c'est à toi de... Ça nous fait beaucoup avancer. Non, il y a une autre personne, c'est le monteur. Moi, mon monteur, Guéric Catala, qui a monté les 3 films précédents, et c'est quelqu'un à qui j'aime faire lire le scénario pour avoir sa vision. Il trouve des choses essentielles, en fait, auxquelles on ne pense pas forcément, que ce soit en termes de structure, par exemple, ou de justesse. C'est un retour qui est toujours intéressant pour moi. J'ai envie de nommer une personne qui m'a épaté. Je l'avais déjà vu travailler sur un Triomphe, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus avec Emmanuel. Ouais. Il est venu tourner à la prison dans laquelle je travaille. Et je l'ai vu à l'œuvre, et c'est son premier assistant, Ludovic Giraud, qui m'a épaté parce qu'il est capable de gérer des centaines de choses et des centaines de personnes avec un aplomb absolument incroyable, et tout marche très bien. Et je regarde ce jeune homme avec une admiration sans borne parce que je me dis mais comment il fait? En le regardant travailler, on mesure toutes les conséquences de nos prises de décision à l'écriture. C'est vrai. Des choses qui nous paraissent très très simples en fait. Tout d'un coup, ça génère un bazar pas possible et qu'on délègue à d'autres qui se démerdent avec ça. Dans la scène musicale, c'était presque 300 personnes et il gérait ça comme un maître, quoi. Ok, enfin toi Théo. Je voudrais citer le chef opérateur Elio qui était aussi à l'école dont c'est le premier film, et la monteuse dont c'est aussi le premier long. On a réussi un truc quand même, je me rends compte là rien qu'en parlant, c'est que quand je suis allé à Agathe voir la première version du film, je crois que c'était le montage. Je crois que je me suis dit elle l'a fait quoi. Nous on avait apporté ce qu'on avait à apporter avec Elio, et en fait Sarah, bon c'est aussi ma monteuse. Elle est très particulière, elle est brute de décoffrage, enfin c'est vraiment quelqu'un voilà, et en fait je l'ai retrouvée dans le film. C'est-à-dire que j'ai vu le film de Louise, mais j'ai aussi complètement vu le film de Sarah dans sa perception des choses. Je savais comment elle avait dérushé le film, etc. Et surtout je me suis dit, en même temps elle a coupé, enfin voilà, mais en même temps elle avait énormément respecté ce qu'on voulait faire au scénario avec Louise, quasiment tout dans la continuité, mais c'est pas tant ça, parce que ça je m'en fiche, c'est vraiment le cœur du film, il y était, mais parce il y avait eu cette ligne, et aussi le fait que Muriel ait laissé Louise apprendre qui elle voulait, quoi. Pour ceux qui auraient perdu le fil, Muriel Ménard, productrice de 20 Dieux, a laissé Louise Courvoisier, la réalisatrice du film, choisir la monteuse qu'elle voulait. Et du coup, c'est un peu, voilà, cette espèce de ligne ciné-fabrique un peu... Et puis que des premiers films aussi, à la musique aussi, c'était leur premier film, je crois. Ouais. Mais ça, c'est sa famille. Ça reste une première expérience quand même. Non, mais c'est vrai, à la déco aussi. Et là, à la déco, donc c'était le premier long. Tout le monde l'a découvert, et là, tout le monde se retrouve au César, c'est assez drôle. Ouais, c'est assez drôle. Et donc là, on arrive à la fin de l'échange. Est-ce que vous auriez un mot pour les scénaristes émergents qui nous écoutent, qui souhaitent écrire des films? Je trouve que j'ai beaucoup appris en faisant des courts-métrages. On parlait des temporalités longues avant de voir le résultat, et on apprend toujours quand on voit les films qu'on a écrits, et donc des courts-métrages, ça va plus vite avoir le feedback de ce qu'on a fait, et j'ai beaucoup appris, voilà, donc essayer de faire des courts-métrages en fait. C'est la pratique, ouais, ok. Et les autres? Vos idées, c'est les choses que vous avez le plus précieux, et ça vaut de l'argent. Donc gardez vos idées près de vous,
Ne donnez pas vos idées au premier venu, à la première personne qui vous fait la danse du ventre. Vous allez vous faire rouler. Moi, je me suis fait rouler plein de fois par des producteurs et des productrices. Ne travaillez pas gratuitement parce que c'est trahir les autres aussi que de le faire. Donc, si on s'arrête tous de travailler gratuitement, on sera tous payés. Peut-être de s'organiser, de faire grève, en fait, si vous sentez que vous n'êtes pas respecté dans votre travail. Rappelez que c'est un métier, ouais. Comme le disait Irène tout à l'heure, je crois qu'il faut quand même apprendre la patience. Je crois que la seule qualité qu'on demande, j'allais dire aux réalisateurs, pardon, je suis réalisateur, je pense d'abord aux réalisateurs, mais je pense aux gens qui écrivent en général. Je pense que le talent n'est pas forcément requis pour réussir dans ce métier. En revanche, l'opiniâtreté, oui. Suivre son idée, rester dessus, s'entêter, Déterminé, et être prêt à y passer 1 année, 2 années, 5 années. Voilà, le temps qu'il faut. C'est long et c'est long quand on démarre, mais c'est long même après. Je me souviens que moi, mon premier film avait pris 5 ans à faire. Quand j'ai commencé le deuxième film, j'ai dit, bon là, celui-là, le scénario, pas plus de 6 mois. Mais en vrai, j'ai mis 5 ans à le faire, le deuxième aussi. Et j'ai mis 5 ans à faire le troisième. Donc moi, je suis peut-être un peu lent, on peut faire mieux, hein. Mais en tout cas, faut être prêt à ce que les choses prennent du temps et voilà. Pas avoir peur de raconter des belles histoires. Quand j'étais toute petite, j'allais au cinéma même toute seule pour faire en sorte que quelqu'un me raconte une histoire. Moi, je pense que c'est la première fonction du cinéma, c'est de raconter des histoires. Il faut pas la perdre de vue. Et il faut pas la perdre de vue. En rapport à, je dirais, mon parcours, mon expérience, faut pouvoir prendre de la distance avec l'adversité, je dirais, parce qu'il faut être très très résilient dans ce métier. La place de co-scénariste, moi je l'ai pratiquée longtemps. C'est une place très ingrate, très difficile. On donne beaucoup, on décide pas au final. J'ai beaucoup travaillé avec Philippe Liorès, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était une école, je dirais, très très rude, où j'ai appris, je dirais, psychologiquement. Je pense que j'étais assez bien équipé pour pouvoir résister à ça. Mais quand on est co-scénariste, c'est-à-dire qu'on se met au service de quelqu'un d'autre, ça demande une humilité maximum, et donc pour ça de prendre un peu de distance aussi. Moi j'en ai rencontré beaucoup de co-scénaristes, de binômes. Quand j'étais co-scénariste, on se racontait nos histoires de co-scénaristes, nos rapports avec Thérapie de groupe. avec les tandems comme ça de On va finir là-dessus, c'est les pauvres. Non, mais après ça peut être une chance d'être le co-scénariste d'un réalisateur qui fait des films. Le côté positif, c'est que demain soir, vous êtes tous au César. Voilà, c'est ça, c'est qu'on y arrive quand même. Heureusement, hein. Merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, au lendemain de cet enregistrement, le César 2025 du meilleur scénario original a été remis à Boris et Delphine pour l'histoire de Suleiman. Bravo à eux. Puisqu'on y est, sachez qu'on a déjà reçu 2 autres lauréats de cette 50e cérémonie des Césars, Nina Meurice, meilleur second rôle féminin pour l'histoire de Suleiman, qu'on a reçu donc dans l'épisode des seconds rôles, les seconds rôles et le scénario, et Cédric Fayol, meilleurs effets visuels pour Emilia Pérez, qu'on a reçu dans l'épisode des effets visuels, les effets visuels et le scénario. Bravo aussi à eux deux. Enfin, et puisqu'on a pas mal parlé de représentation sociale aujourd'hui, sachez que notre partenaire l'Observatoire des Imaginaires a publié une étude approfondie des films nommés au César 2025, lien vers cette étude en description, une étude donc évaluant la représentativité de notre cinéma face notamment aux enjeux de société que sont l'écologie et la diversité, deux valeurs chères à la Cité européenne des scénaristes. Les nommés au César et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Boris, Delphine, Théo, Irène et Emmanuel pour leur participation. Merci encore au CNC pour l'aide dans l'organisation et l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines de retour avec un épisode classique. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.